Bonjour à tous et bienvenue dans ce 187e numéro du podcast Hors Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de la préparation estivale du Paris Saint-Germain et cette tournée japonaise qui nous intéresse depuis quelques podcasts. On va débriefer évidemment la victoire aujourd'hui du Paris Saint-Germain face au Gamba Osaka, 6-2. Plus large victoire des 3 rendez-vous des hommes de Christophe Galtier dans cette tournée japonaise. On va revenir sur tout ça aussi et faire le bilan justement de cette tournée japonaise avec donc ces 3 matchs et ces 3 victoires, avec déjà quelques enseignements sur le dispositif mis en place par Christophe Galtier, ce 3-4-1-2 qui commence à se dégager, et puis donc les joueurs qui vous ont agréablement surpris ou d'autres peut-être qui vous ont déçus. On va revenir sur tout ça, et puis on terminera avec l'information Mercato qui circule depuis quelques jours. On en a parlé dans le dernier podcast un petit peu sur l'arrivée prochaine de Nordi Mukiele au sein de la défense du Paris Saint-Germain, le latéral français en provenance du RB Leipzig, qui devrait donc rejoindre les rangs parisiens. C'est une affaire de quelques heures a priori, mais ça, tout est bouclé apparemment pour un contrat de 5 ans. On reviendra sur tout ça en fin de mercato. Et pour parler de cette victoire parisienne dans cette tournée japonaise, le dernier match avant de rentrer sur Paris pour repartir à Tel Aviv pour le Trophée des Champions, Yacine Ahmed, tout d'abord, qui est avec moi. Comment ça va, coach Yacine ? Salut à tous, ça va, merci. Et vous ? Ouais, bah écoute, je pense que les supporters parisiens qui nous écoutent seront contents de ce match. Non, une belle victoire 6-2, la plus grosse des 3 matchs. Alors, il y a eu des petits problèmes défensifs, mais offensivement, on s'est régalé quand même, Yacine. Ouais, il y a eu des buts. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de buts parce qu'il y a eu un manque d'efficacité malgré 6 buts. Mais ouais, c'était bien. C'était bien pour terminer la tournée. 28 frappes quand même pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc, c'est dire quand même que le Paris Saint-Germain a largement dominé son adversaire du jour. Mousse, également, qui était avec nous. Comment ça va, Mousse ? Je sais que tu as été prendre quelques couleurs sur les plages de la Baule ce week-end. Comment ça va ? Bah, ça va bien, merci. Salut tout le monde. Toi aussi, tu as pris quelques couleurs. On était au même endroit. On n'a pas pu se voir, mais on était proches. Et écoute, ouais, ça fait du bien. On a pris un peu il faisait beau hier sur Nantes, donc on a profité pour aller à la plage. Tout va bien. On avait un match sympathique, donc écoute, ça s'annonce bien. C'est bien ces matchs à midi, finalement, ça nous laisse la soirée pour faire autre chose que de parler que du Paris Saint-Germain. C'est bien à midi, on a le temps tranquille de revenir sur le podcast l'après-midi, et puis on a le temps de le publier pour que vous puissiez le voir, le podcast le soir. Donc c'est plutôt pas mal cet horaire, faudrait qu'il y ait plus souvent. Non, je rigole. On tient à nos matchs du week-end quand même. C'est surtout que là c'est parce que c'est les vacances, t'acceptes, mais quand ce sera dans l'année… Ah, c'est les horaires. L'Angleterre, ils ont l'habitude. Ouais. Voilà. Ouais, nous, c'est vrai que c'est un peu plus, c'est toujours plus dans l'après-midi ou le soir, évidemment, que le Paris Saint-Germain, parce que c'est souvent les affiches du week-end que se partagent les diffuseurs de la Ligue 1. Donc, revenons sur ce match avant de faire le bilan de cette tournée japonaise avec ces 3 matchs et ces 3 victoires pour le Paris Saint-Germain. Donc, victoire 6-2 aujourd'hui avec des buts de Pablo Sarabia, doublé de Neymar, Nuno Mendes et Lionel Messi, et un but en seconde période de Kylian Mbappé, qui a joué les 30 dernières minutes et qui a été très très remuant, très très virevoltant, attaquant français, qui sera suspendu contre Nantes dimanche pour le Trophée des Champions, mais c'est bien d'avoir vu une bonne demi-heure. On voit qu'il est très en forme, l'attaquant français. Tout d'abord, Mousse, pour revenir sur ce match contre le Gamba Osaka et cette victoire 6-2, avant de revenir sur le déroulé complet de ces 3 matchs. Comme tu le disais tout à l'heure, un très bon match. On a vu du jeu devant, des combinaisons, une bonne entente entre Messi et Neymar, on en parlait lors du dernier podcast, mais quelques problèmes défensifs aussi dans l'alignement, on l'a vu sur les 2 buts et sur quelques occasions des Japonais. Ouais, c'était plutôt un bon match, surtout la première mi-temps où même si on va dire aller sur les 15-20 premières minutes, le PSG a eu beaucoup d'occasions, comme l'a dit Yacine, sans les transformer. Donc il y a eu un petit manque d'efficacité, de lucidité. Pareil aussi sur la partie défensive. C'est vrai que sur les buts, sur les 2 buts, c'est des problèmes comme tu le disais, d'alignement, de placement, notamment sur le deuxième, Juan Bernat, et sur le premier, il me semble, que c'était Kimpembe ou Nuno Mendes, c'était un des deux. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment travailler cette assise défensive. C'est ce qui a manqué un peu, c'est ce qui a été un peu inquiétant, on va dire, ce soir, même si au vu du résultat, certains vont se dire c'est un pisse-froid, etc. Mais c'est vrai qu'on sent quand même que défensivement, tout n'est pas réglé. Alors évidemment, ils sont en préparation et je pense que avec l'enchaînement des matchs, et là les matchs vont s'enchaîner, ça ira sans doute un peu mieux.
Après, effectivement, offensivement, c'était un festival. Et comme l'a dit Yacine, s'il y avait eu plus d'efficacité lors des 20 premières minutes, ça aurait été un score, je sais pas quoi, un score de volley ou de hand, de ce que vous voulez. Mais voilà, au moins, c'est vrai qu'offensivement, on a vu des choses intéressantes. On a vu aussi des choses intéressantes au milieu et l'association Vitinha-Verratti. C'était bien, c'était plutôt pas mal. Après, on va revenir un peu sur les lacunes défensives, mais offensivement, en tout cas, ça tient toutes ses promesses. Jacques Mousse, tu as l'habitude de débriefer les matchs le matin, parce que tu as dit ce soir, on a vu, enfin hier soir, on a vu. Tu as dit ce soir. T'as dit ce soir. Voilà. Mais c'est l'habitude. C'est pour ça que je le disais en préambule dans le podcast. Effectivement. Mais c'est normal, ça va venir. Bon, après, ça va venir, c'est trop tard. Il y a eu 3 matchs. Je sais pas quand est-ce qu'il y a combien de décalage avec Tel Aviv. Je sais pas, le match sera diffusé à quelle heure. C'est 20h. Il y a 1 heure peut-être. Il y a 1 heure à peine. Hein. Donc, voilà, je sais bien qu'il n'y a pas autant qu'au Japon, évidemment, mais voilà, une heure de décalage, donc ça devrait aller pour Mousse s'il aura réglé d'ici là pour le joueur. Yacine, avant de se concentrer, je sais que tu as bien ciblé les choses à améliorer, mais là déjà sur l'implication et sur, on va dire, ce qui a marché aujourd'hui, l'animation offensive. Donc avec ce 3-4-1-2 répété et repris par Christophe Galtier, je peux donner le 11 titulaire, hein. Je te laisserai développer dessus après. Donnarumma dans les cages, la défense Ramos, Marquinhos, Kimpembe qui a été largement utilisé dans cette tournée japonaise, Achraf Hakimi, Nuno Mendes en piston, Verratti, Vitinha au milieu, et puis Messi, Neymar et Sarabia associés devant. Ça a plutôt bien fonctionné devant quand même entre les trois, et même sur les pistons, moins Hakimi qui a été plutôt discret, mais Nuno Mendes pas mal aussi offensivement. Ouais, alors il y a beaucoup de choses parce que là on parle de l'animation offensive, elle était très intéressante. La preuve c'est que premièrement il y a eu beaucoup d'occasions, même si en face c'est faible, il faut quand même se les créer les occasions, et tu en as eu vraiment beaucoup. La deuxième chose c'est que alors je vais déjà tout de suite taper dans le dur. Il n'y avait pas Mbappé, c'est pas lui la cause, hein. Mais je pense qu'en fait il y a un joueur de trop dans ce trio. Voilà. Que ce soit Mbappé, Messi, Neymar, vous faites ce que vous voulez par rapport à vos affinités, vos goûts et tout ça. En fait, il y a un joueur de trop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il n'y en a que 2, et on l'a vu aussi à un degré moindre, parce qu'il n'y en avait qu'un sur le match d'avant, mais quand les 3 ne sont pas ensemble, il y a un plus grand respect du jeu. Pourquoi ? Parce que déjà, par exemple, aujourd'hui, tu avais un Sarabia qui était prêt à se sacrifier pour faire des courses à vide et libérer des espaces. Ce que ne font pas les autres, en fait, puisque c'est un peu eux qui veulent tirer la couverture pour avoir des stats, etc. Donc, ils ne se sacrifient pas. Ils essayent d'échanger, mais il n'y a pas un joueur qui va faire une course, comme par exemple sur le but de Messi, où Sarabia pique au premier poteau, il emmène les défenseurs, et finalement, Messi se retrouve tout seul, parce qu'il y a l'appel de Sarabia. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé, alors peut-être que c'est des consignes, mais que en première période, il y a eu, alors pas dès le début, encore une fois, il a fallu 10, 12 minutes, 15 minutes pour se mettre un peu en route. Mais ensuite, il y a eu une volonté de jouer au maximum vers l'avant, avec des passes dans le dos de la défense, avec des joueurs qui prenaient les espaces et qui demandent moins dans les pieds. On a vu Neymar faire beaucoup d'appels en profondeur et Messi venir un peu organiser. Ça, c'était intéressant parce qu'on cherchait vite la verticalité. La troisième chose, c'est que le duo Vitinha-Verratti, dans cette animation, il a permis, ce qu'on n'a pas vu au début, et c'est pour ça aussi que ça n'a pas fonctionné au début, en plus de la mise en route, parce que quand on est en période de préparation, les 10-15 premières minutes, on a toujours du mal, c'est que Messi et Neymar venaient très bas. Or, on a vu qu'avec la qualité technique de Vitinha et Verratti, il y avait moyen de les trouver beaucoup plus haut. Et quand on a commencé à les trouver beaucoup plus haut, comme par hasard, tu t'es créé des situations, et notamment, toi, tu as fait un petit commentaire sur Hakimi. Alors moi, je n'ai pas trouvé Hakimi. En fait, j'ai trouvé qu'on l'a plus cherché que d'habitude. Il a eu des ballons, parce qu'il a eu des occasions, il a fait des centres. Il a été pas assez efficace par rapport au nombre de ballons qu'il a eu. Mais je trouve malgré tout qu'on l'a plus recherché que même depuis 1 an. Voilà. D'accord. Et il y a eu le but aussi qui est venu avec Mendes, à savoir que Neymar qui rentre, Vitinha qui voit l'appel de Mendes dans le dos et qui lui donne avec cette ouverture en fait dans la largeur. Il y a eu des choses intéressantes avec ballon. Je pense malgré tout qu'il y a encore des réglages. Mais moi ma conclusion de ça et le deuxième match, parce qu'on n'en parle pas beaucoup du deuxième match, parce que finalement il était samedi, il passe un peu au travers. En plus, il y avait beaucoup de changements dans ce deuxième match. Mais avec le match de samedi qui le confirme,
quand il y a les trois, et on l'a vu à la rentrée d'Mbappé en deuxième mi-temps, quand il y a les trois, c'est foot street. Voilà, street football, on cherche à s'amuser, et vas-y, je te fais une talonnade. Les 2 premières minutes d'entrée d'Mbappé, Neymar et lui, ça m'a donné chaud tout de suite. Et vas-y que je te fais une talonnade, et vas-y que je te fais une passe masquée, tu sais, c'est horrible, quoi, bref. Alors que quand il n'y en a que deux, je trouve qu'on respecte plus le jeu, sûrement parce que le troisième qui est aligné est entre guillemets un joueur en dessous des autres, en fait. Il n'a pas ce statut-là, donc du coup, il respecte lui le jeu, il se sacrifie pour les autres, et puis voilà. Et d'accord avec l'analyse de Yacine sur l'animation offensive, Mousse, c'est qu'il y en a un qui est de trop des fois et que. Alors, je sais pas si Yacine va me dire après que pour le 11 titulaire cette année, il doit mettre Messi, Neymar, Mbappé remplaçant, peut-être, je sais pas. Hein. Mais est-ce que tu trouves qu'il y en a un de trop des fois de temps en temps que ça se marche un peu dessus? Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez laissés de zone cet après-midi et que Messi de temps en temps c'est lui qui montait, Neymar un peu en retrait, Sarabia qui essaie de faire les appels. Moi, j'ai trouvé que c'était pas trop marché dessus, mais je veux ton regard, Mousse, sur ce que vient de dire Yacine. Écoute, sur les trois, parce qu'aujourd'hui aussi, Mbappé n'était pas là, mais par exemple, je crois que c'était en première mi-temps. Je sais plus si c'était en première mi-temps ou en début de deuxième. Il y a eu une action où il y a eu une action parisienne devant les buts japonais, puis il y a eu un contre très très rapide des Japonais et ni Sarabia, ni Neymar, ni Messi n'avaient fait. Et donc, du coup, je crois qu'ils se sont retrouvés à 4 défenseurs. Donc, même Sarabia, alors après, peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue du côté de Sarabia aussi. Hein. Mais là, je parlais de l'animation offensive, Moussa, pas l'animation défensive, justement. Parce que toi, tu es en train de parler de l'animation défensive, là. Dans oui, leur replacement. Nous, on parle avec ballon. Moi, je parle vraiment avec ballon. C'est-à-dire que quand il y a les trois, ils se cherchent, eux, sans. Je pensais que tu parlais du repli défensif avec le débat qu'on a eu toute la saison dernière. Excuse-moi, j'avais pas, j'avais pas compris. Non, j'ai pas trouvé. Alors effectivement, hein, sur la première mi-temps sans Mbappé, constamment ils ont essayé de se chercher Messi et Neymar et parfois même il y a eu dans les transitions des passes mal ajustées, pardon. Sans doute parce que aussi ils voulaient peut-être jouer vite, comme tu l'as dit, Yacine. Même si j'en avais parlé avec toi, Yacine, en off, je trouvais que sur les 15 premières minutes, je trouvais que Messi redescendait un peu, mais c'était peut-être le temps d'ajuster, etc. Et ils alternaient en effet entre Neymar et Messi. Sur l'animation offensive avec les trois, je sais pas. Honnêtement, ça va dépendre aussi de l'animation du milieu, je pense. Il y a plein de paramètres qui vont entrer en compte. Là, c'est une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs, etc. Faudra voir si effectivement il y en a un de trop. Ça me fait, je fais une petite parenthèse avec la déclaration de Galtier sur Neymar. Parce Yacine se demandait lequel il fallait enlever et on a posé la question à Galtier, je ne sais pas si vous avez vu, sur l'avenir de Neymar. Et finalement, tu vois, il n'a pas été catégorique, tu vois, sur un autre joueur, un autre cadre, il aurait sans doute dit ah non, il est intransférable, il est avec nous. Et là, Galtier, il dit ah, je sais pas, sur l'avenir de Neymar, moi, j'ai pas discuté avec lui. En tout cas, c'est pas catégorique. Donc, on a l'impression, de toute façon, Yacine, on a l'impression que s'il y en a un qui doit sauter, c'est Neymar. Et moi, j'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui. Alors, évidemment, il est agaçant, mais on en a aussi parlé avec Yacine, notamment, c'est vrai, en deuxième mi-temps et en fin de première mi-temps, où le score était acquis. Et on a vu le Neymar qu'on aime un peu moins, c'est-à-dire vraiment essayer de dribbler 2-3 joueurs, alors que t'as quand même du mouvement autour de toi, il y a moyen de lâcher la balle un peu plus vite. Et effectivement, avec l'entrée d'Mbappé, ils ont essayé de combiner. Donc moi, je pense que l'avenir qui nous le dira avec un autre système et des nouveaux joueurs. Pour l'instant, moi, ce qui m'inquiète plus dans ce débat-là, c'est plutôt l'animation défensive où les trois, effectivement, la saison dernière, c'était compliqué et on se disait, ça va être difficile de jouer avec les trois. Et surtout cette année, avec un double pivot Vitinha-Verratti, c'est vrai qu'il va falloir que les mecs ils se parlent et qu'ils se bougent surtout pour accompagner, pour qu'il y ait un vrai bloc équipe, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive. J'ai retrouvé la déclaration de Christophe Galtier hein, sur Neymar. C'était après donc, le match face aux Urawa Reds, la victoire 3-0 samedi. Galtier confie sur Neymar, donc en conférence de presse. Neymar travaille bien depuis le début de saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après, ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture des marchés transferts, je ne sais pas. On l'annonce partant ou on l'annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là.
Et il ne me semble pas perturbé par tout ce qui peut se dire sur lui et sa situation au club à travers les séances d'entraînement et la joie qu'il a de s'entraîner. C'est vrai que Yacine, en termes de démenti, on a connu, on va dire, sur un joueur. Ouais, en fait, alors, je te réponds après, je répondrai juste vite fait à Mousse, mais sur ça, effectivement, en fait, on a l'impression qu'il y a toujours un sous-entendu. C'est-à-dire que oui, mais, oui, mais, oui, mais. Voilà. Alors que c'est vrai que sur les autres, on a quand même moins d'incertitude. Et tu as toujours l'impression qu'on laisse la porte ouverte. Alors, c'est facile de dire, on ne sait pas ce qui se passe dans le football et tout. Sauf que, comme par hasard, sur Neymar, il y a moins de certitude, de conviction. Même s'il le brosse dans le sens du poil, qu'il est satisfait. Et je trouve d'ailleurs qu'il a raison, parce que Neymar, il manque encore de vivacité. En revanche, dans le volume, on voit quand même qu'il a un volume de course, il a un volume de jeu. Son entrée en jeu sur le deuxième match, elle est bonne. Et aujourd'hui, il fait plutôt un bon match avec quelques séquences agaçantes. Voilà. Mais séquence, Yacine, je te coupe sur la forme physique de Neymar, sur le côté où il se fait un peu prendre de vitesse par les deux Japonais. Il y a 3-4 ans, je suis pas sûr que je suis pas sûr que les mecs l'auraient pris de vitesse. Et c'est vrai que ça m'a plu. Après, il faisait très chaud. Il était 20h au début du match au Japon. Et puis, il faisait 31 degrés quand même. Et puis les Japonais, ils sont en pleine saison. Paris est en préparation. Donc bon, il y a quelques circonstances atténuantes. Il faut adapter au climat surtout. Aussi. Il y a certes quelques circonstances atténuantes, mais je trouve qu'il manque de vivacité dans ces quelques gestes. Mais en tout cas, dans le volume, il est là. Et donc, bah oui, c'est bizarre cette porte ouverte. On a l'impression que oui, s'il y a une offre, il peut tout se passer. Que le PSG, en gros, il est là, mais que s'il y a quelque chose, on écoutera et on avisera. Voilà. Je reviens sur deux choses. La première sur ce qu'a dit Mousse sur quand le score est acquis. Moi, ça me dérange. J'ai échangé avec 2-3 personnes sur Twitter là-dessus. On me disait, ouais, il y a 5-1. Quand j'ai tweeté à un moment donné, tiens, quand il y a les 3, c'est foot de rue. Ouais, ça me dérange parce qu'en fait, c'est ce qu'on reproche au PSG, en fait. C'est que cette exigence, qui est 3-0, 1-0 ou 6-0, en fait, on la veut tout le temps parce qu'il faut que ça devienne une habitude. Évidemment que dans la saison, il y aura peut-être des matchs où tu mèneras 4-0 au bout de 60 minutes. Et oui, il y aura de l'abus. Mais en fait, il ne faut pas que ça soit normal. Il ne faut pas que ce soit acquis de dire, bah ouais, mais les gars, il y a 4-0, ils ont le droit de se faire plaisir. Non, non. Il y a 4-0, tu es en préparation, il y a un nouveau coach, il y a des principes à travailler. Non, tu dois avoir cette exigence de continuer à respecter le jeu. Et la dernière chose, pour bien être clair avant de me faire allumer sur les commentaires, c'est de bien dire, quand j'ai dit un des 3, c'est que j'ai dit il y en a un de trop. Chacun fera son choix en fonction de ses convictions, de ses affinités, de ce qu'il aime du foot, de ce qu'il aime des joueurs. Moi, j'ai un avis là-dessus, et je vais le donner comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Moi, si je me sépare d'un joueur des 3, c'est Messi. Voilà, je vais être très clair. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, mon choix, il est là. J'ai jamais dit qu'il fallait se séparer d'Mbappé, de Neymar ou quoi. Moi, si j'ai un choix à faire, c'est Messi. Maintenant, je pense que dans la configuration du PSG actuel, les 3 ensemble, attention, ça peut fonctionner. Encore une fois, on est qu'au début de la saison, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai un doute sur sur le respect du jeu global. Voilà. Du coup, ça serait quoi? Ça serait Neymar derrière Mbappé et Ekitike et un deuxième attaquant. Kalimundo, voilà. Ouais. Mais en tout cas, même Sarabia. Mais oui. Mais pas les 3, en fait. Pour moi, les 3, quand ils sont ensemble, ils se cherchent trop à l'intérieur du jeu, à vouloir échanger eux entre eux. Et en fait, on ne respecte plus du tout le jeu. Globalement. Et du coup, tu n'exploites pas les qualités de Nuno Mendes, d'Achraf Hakimi. Et finalement, tu te dis, quand c'est comme ça, pourquoi jouer une défense à 3 avec 2 pistons? Autant revenir à une défense à 4, tu joues en 4-3-3 et tu te casses pas la tête, parce qu'étant donné que les mecs centrent très peu. Alors, tu disais tout à l'heure qu'Hakimi, c'est vrai, il y a eu quelques dédoublements, un petit centre, etc. Mais je trouve que sur 90 minutes, le rôle d'un piston, normalement, piston, c'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu vois, c'est des allers-retours. Et moi, c'est des choses que j'ai pas encore vues, que ce soit la saison dernière et pendant cette préparation. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu, parce que je me dis, on n'arrive toujours pas à Hakimi, ça fait une saison maintenant qu'il est là. On n'arrive toujours pas à voir le Hakimi, ses débuts à Dortmund et ensuite sa progression à l'Inter. Et on était content d'apprendre que Galtier allait mettre ce système en place. Alors, c'est vrai qu'il y a que 4 matchs. Il y a eu que 4 matchs jusqu'à présent. Peut-être qu'avec le temps, effectivement, ça va peut-être s'améliorer. Mais pendant cette préparation, j'aurais voulu voir quand même vraiment les deux dans leur rôle de piston, avec des centres, des mecs qui coupent, etc. Et c'est vrai que quand les 3 sont là, ça joue à l'intérieur, ça combine dans des petits espaces. Forcément, il y a beaucoup de déchets, tu perds le ballon, etc. C'est ça, moi, qui m'inquiète un peu. Mais bon,
avec l'évolution peut-être. Est-ce qu'on fait les latéraux maintenant, parce qu'il a parlé d'Hakimi ou pas? Parce que c'est intéressant par rapport à. J'ai revu des trucs Oui, d'action d'Hakimi de la saison dernière, et en fait, je pense qu'il y a un début d'explication. alors vas-y Yacine, on parle maintenant de l'animation des côtés et la structure défensive. Allez-y. En fait, je pense que le problème d'Hakimi, c'est que dans cette configuration-là, on va dire que dans le poste, il est à son poste, mais dans le rôle, il y a un problème parce qu'en fait, il est trop haut. Et en fait, en repensant au match d'Hakimi à l'Inter, Conte, c'est quand même un entraîneur qui aime les blocs très compacts et qui aime la transition. Et rappelez-vous, à l'Inter, il part sur des courses beaucoup plus proches de son but. Et j'ai revu en fait certaines actions, notamment, pour moi, elle est très significative de PSG Leipzig de l'année dernière quand PSG menait au parc et que Pochettino passe finalement à une défense à 3. Et Hakimi, il est dans le coup des 2 buts, non, d'un but et d'un penalty qui va être raté, je crois. Et en fait, sur toutes ces courses de ces 25 dernières minutes, il part de beaucoup plus loin. Et en fait, je pense que dans cette animation, le problème, c'est qu'Hakimi, il est déjà trop haut. Du coup, il n'arrive pratiquement jamais à lancer. Et je revoyais encore le but aussi qu'il met à Metz sur la passe de Neymar. En fait, il vient lancer dans le dos de la défense. Je pense qu'en fait, c'est un joueur qui a besoin d'être lancé et de ne pas être trop haut, trop vite. Le problème, c'est que dans cette configuration-là, en plus avec des joueurs qui sont très à l'intérieur, des joueurs offensifs très à l'intérieur, en fait, il est très vite, très haut. Donc, il ne peut pas être lancé. Ou alors, faut qu'il démarre vraiment, faut qu'il y ait une coordination exceptionnelle entre le moment où il va faire l'appel dans le dos, comme ça s'est passé par exemple sur. Il y a une action en deuxième mi-temps où c'est Messi, je crois, qui le lance. Ouais. Et il met un peu de temps à servir Neymar, finalement, il va frapper. Voilà. Il faut qu'il y ait cette coordination. Je pense qu'il y a un problème de positionnement. Il est trop haut, trop vite. Et que ses qualités aujourd'hui, elles ne peuvent pas s'exprimer là-haut dans cette configuration-là. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, Bernat, de l'autre côté, Bernat, il aime cette position. Il préfère être lancé et trouver l'espace, comme sur la passe d'Mbappé d'entre les 2 défenseurs japonais. Voilà, mais déjà très haut. Alors qu'Hakimi, il aime plus partir de plus bas, comme il le faisait à Dortmund, comme il le faisait à l'Inter. Et je pense qu'il y a un réglage à trouver là-dessus, pour pas qu'il soit déjà en fait statique. Parce que finalement, le problème, c'est pas qu'il soit pas bien placé, c'est qu'il est déjà statique. Et on regarde bien, quand il reçoit le ballon, il est pratiquement arrêté en 1 contre 1. Donc c'est du duel. Mais c'est pas je fais la différence. Regardez bien, même sur le match d'aujourd'hui, les 3-4 fois où on le trouve, c'est quand il arrive lancé dans le dos de la défense. Voilà. Et je pense qu'il y a un réglage à trouver là-dessus. Et d'ailleurs, tu l'avais dit dans le dernier podcast, hein, Yacine, que Hakimi, son jeu, c'était plus de partir de derrière, un peu comme Théo Hernandez. Alors, Théo Hernandez, c'est plus puissant, c'est plus voilà, prendre le ballon, en dribbler 3-4 joueurs, mais un peu plus dans le même profil au niveau en qualité de piston, en tout cas. Voilà, alors que tu vois, par exemple, Bernat, il est capable de prendre un ballon arrêté, et sur sa tonicité, en tout cas qu'il avait avant, hein, je trouve qu'il est en train de retrouver d'ailleurs. Moi, je l'ai trouvé pas mal, hein, franchement. Ouais. Je trouve qu'il revient bien. Hein. Sur sa tonicité, il est capable de donner un ballon et d'appuyer sur les 3-4 pas pour faire la différence, comme sur l'action avec Mbappé, tu vois, sur cette tonicité-là. Alors qu'Hakimi, il a besoin plus de courses plus longues, en fait. Sur Bernat, c'est vrai qu'on avait décelé à son arrivée avec Mbappé une vraie complicité. Ils se connaissent bien hein, quand ils jouent ensemble. Et quand tu disais le départ arrêté, c'est vrai que ça fait souvent, ça dédouble sur le côté gauche. J'ai l'impression qu'ils se connaissent très très bien, enfin mieux que Nuno Mendes et Mbappé, mais ça va venir, hein, ça c'est clair. Mousse, sur la structure défensive, maintenant on a parlé un peu de l'animation offensive sur le match en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu, alors encore Ramos aligné défenseur droit, on en avait parlé la dernière fois, on aurait dit peut-être ça aurait été mieux d'avoir un Marquinhos qui a un peu plus de vitesse, couvre l'axe droit et couvre Hakimi, avec Ramos qui est un peu plus lent maintenant, soit dans l'axe un peu pour ce rôle de libéraux, on va dire un peu à l'ancienne, mais et encore une fois on a eu ce système à 3 avec Ramos côté droit qui a eu quelques difficultés de temps en temps contre les Japonais parce qu'il y avait quand même de la vitesse hein, chez les Japonais, même si évidemment c'était plus faible, mais 2-3 situations, notamment leur deuxième but, c'est en une touche, c'est fluide, c'est rapide et ça a mis à mal la défense parisienne. Ah oui, c'était une belle attaque placée et c'est vrai que des 3 défenseurs globalement, sur la tournée japonaise, le moins bon, on va dire, pour pas offenser, ça a été Ramos. Et encore une fois, moi, je trouve que même sur ce match, Kimpembe, par exemple, je l'ai trouvé mieux encore. Je trouvais que ses jaillissements étaient bons. Il a coupé quelques ballons. Même dans l'agressivité, tu sens que c'est le plus agressif des 3, alors que normalement, c'est aussi une des qualités de
de Ramos. Alors c'est vrai que Ramos, il a peu joué la saison dernière et ça manque aussi de complicité avec les deux autres. Et en plus, ils ont très peu joué à trois la saison dernière. C'est un peu nouveau. C'est vrai que comme vous, je comprends pas que Galtier le mette à droite. Il devrait plutôt être entre Marquis et Kimpembe. Voilà. Après, je pense que ça, avec l'enchaînement des matchs, le travail, là, ils étaient au Japon, il y a des conditions particulières météorologiques, il fait chaud, il y a l'humidité, etc. Ils reprennent l'avion dans la foulée, ils seront là demain. Ils ont quelques jours pour préparer le trophée des champions, pardon. Je suis pas inquiet parce que Ramos c'est quand même un défenseur d'expérience. Là où on a un doute, c'est sur Kimpembe. On dit que Paris ne lâche pas la Piscina. On sait que Koundé entre Barcelone et Chelsea et que Tuchel, s'il n'arrive pas à faire Koundé, peut-être qu'il se jettera sur Kimpembe. Mais sur la phase sur les matchs de préparation et sur le rôle de défenseur, moi je trouve que Kimpembe ça a été le meilleur des trois, je trouve. Et sur les latéraux, j'ai dit ce que j'en pensais. Offensivement, moi je trouve qu'on les voit pas assez, même si évidemment la magnifique passe de Vitinha pour Nuno Mendes et il met un but magnifique. C'est des buts d'ailleurs qui mettaient beaucoup au Sporting. C'est ça, hein, je confonds toujours avec Sporting et Porto. Je vais pas dire de bêtises. Et quand on voyait les petits highlights sur YouTube, on a vu ce genre d'action, on en a vu plein et il a mis un paquet de buts comme ça. Parfois défensivement, c'est un peu léger. Et Hakimi, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, moi j'en attends un peu plus. Écoute, on verra. Hein, il y a un vrai test au Trophée des Champions, on en parlera tout à l'heure. Et j'espère que ça évoluera pour lui parce que c'est pour ça qu'on l'a acheté. Et je trouve que ça fait maintenant une saison et on n'a pas encore vu vraiment les qualités d'Hakimi. Avant de te lancer sur l'animation défensive, Yacine, parce que Mousse en parlait quand même, c'est quand même plus sympa quand on a la qualité de passe de Vitinha pour lancer les latéraux. Hein. Ouais, puis surtout. Mais la passe, elle est belle, quoi. Il lève la tête, en 2 secondes, il a pris l'info. La passe, elle est parfaite. Après, Nuno Mendes, il fait un travail remarquable. Hein, pour ensuite, faut rentrer encore à la surface et puis mettre une frappe. Bon, là, le gardien n'est pas exempt de reproche, on va dire, parce qu'elle est un peu sur sa main, mais l'action, enfin, et puis la passe de Vitinha est quand même sympa. Ouais, mais franchement, moi, Vitinha, de toute façon, sa qualité de passe, voilà, je trouve que c'est un joueur qui essaie de jouer au maximum vers l'avant, qui a une vraie qualité de passe. C'est-à-dire que c'est pas une passe, c'est pas des passes à 3 mètres qui servent à rien ou que tout le monde peut faire. Voilà, il cherche à créer du déséquilibre et cette passe, elle symbolise ce qu'il est capable de faire. Voilà, et là aussi, on a quand même ce truc de. Il y a quand même de la qualité chez les latéraux parisiens et elle est sous-exploitée pour plein de raisons, mais elle est aujourd'hui sous-exploitée. Et ça, c'est quand même un axe de travail très important quand on connaît aujourd'hui, l'importance des latéraux, et 2, les qualités que tu as aujourd'hui, parce que Mendes ou Bernat, t'es plutôt pas mal. De l'autre côté, Hakimi, voilà, il faut trouver ces bons réglages, parce qu'aujourd'hui, entre Verratti, Vitinha et même les joueurs de devant qui sont aussi normalement capables, tu peux faire du mal avec ces deux joueurs-là. On a quand même pas à se plaindre des niveaux des pistons quand même, qu'on a. Hein. Quand on regarde dans tous les clubs de cette qualité d'avoir un remplaçant, parce que là, si Moukielé arrive à droite, avec Hakimi plus à gauche, Bernat, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de qualité avec un poste doublé en plus. Quoi. On est d'accord. Sur l'animation défensive, Yacine, plus sur la défense à 3, avec aussi Vitinha et Verratti, hein, parce qu'ils ont aussi un rôle dans ce 3-4-1-2, évidemment, qui commence à prendre au fur et à mesure, mais il y a des automatismes à trouver. Comment tu l'as trouvé sur ce 3e match On a vu quelquefois qu'elle a pris un petit peu l'eau. Alors, je vais déjà parler globalement et après je reviendrai sur les 3 parce qu'il y a quelque chose d'important. Mais globalement, je trouve qu'il y a un vrai problème. Il y a un problème de position de bloc, il y a un problème de premier pressing et je vais bien préciser, c'est pas un contre-pressing avec des joueurs qui vont harceler. C'est juste de gêner une première relance. Parce que dans ce système-là, si tu ne gênes pas ta première relance, bah c'est obligé qu'avec tes 2 milieux, tu vas prendre des vagues. Et ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, que ce soit sur les 3 matchs, globalement, les 3 joueurs de devant n'ont pas assez gêné. Je dis même pas pressé, mais gêné. La deuxième chose, c'est qu'avec des latéraux très hauts, il va falloir ralentir les actions pour leur permettre de revenir. Et la troisième chose, c'est que le problème du bloc, c'est que si tu as une partie des joueurs qui ont peur de ces vagues, qui reculent, et une partie qui décide de rester haut, bah en fait, tu as un bloc qui est complètement éclaté sur 60 mètres et tu vas prendre l'eau.
Maintenant, pour revenir sur les trois derrière, vraiment, moi, je vais être un peu plus dur que Mousse sur Kimpembe. Il y a des actions en première période où il se fait prendre dans le dos, c'est une catastrophe. Ouais, ouais. Mais J'ai pas entendu ce qu'a dit Mousse, que des fois, quand Mousse parle sur Yacine ou sur moi, je t'entends pas. C'est bizarre, d'habitude, non, mais d'habitude, je t'entends, Mousse. il a dit ça fait 2 fois. Ah, ça fait 2 fois, d'accord. En fait le dernier match qu'on avait, le premier match, Ouais. Kimpembe, pareil. J'ai trouvé bon dans ses jaillissements, etc. Et derrière, Yacine, il met un taquet, il dit ah, pas du tout. Moi, c'est tout le contraire. Ah, c'est. Et je me rappelle maintenant. Mais sur les sorties de balle, il y a eu quelques sorties de balle intéressantes. Là, tu parles, je sais bien, tu parles de l'alignement défensif. Ouais. Et sur les sorties de balle, etc., en premier, on a eu quand même quelques combinaisons. Ouais, il y a eu des séquences, notamment bien aidées par Vitinha Verratti, parce que quand tu as des relais au milieu avec cette technique, évidemment, c'est plus facile. Mais oui, il y a eu des choses intéressantes, mais défensivement. Donc, il a été pris dans son dos, etc. Le truc, c'est que, je vais bien préciser encore une fois tout de suite, parce que ça aussi, c'est devenu un peu le thème récurrent à la mode, c'est on en veut à Kimpembe ou on est pro Kimpembe. Mais moi, en fait, je m'en fous. Surtout toi. Vas-y, rajoute-en, comme ça, je vais me faire allumer. En fait, le pire, pas le pire ou quoi, mais c'est qu'il n'y a pas que lui qui n'a pas été bon. Marquinhos, il n'a pas été bon non plus. Marquinhos, il a été en retard sur ses jaillissements. Il a fait 2-3 interceptions qu'il a remis dans l'axe, mais catastrophiques. Heureusement que c'est que Gamba Osaka devant, en face, parce que je pense qu'il y a 2-3 relances dans l'axe où ça peut faire ficelle si c'est des équipes qui tiennent la route. Ah, et puis, quand il lève le bras à chaque fois là, pour réclamer un jeu, ça commence à m'insupporter, moi. Et c'est plusieurs fois, au lieu de défendre, Ramos, il lève pas le bras, il défend, il essaie, etc. Marquinhos, c'est toujours avec le bras en regardant l'arbitre assistant. Mais défend et tu verras après s'il y a hors-jeu, s'il y a machin, tu vois. Mais... Et ça, c'est un truc aussi qui est récurrent chez les footballeurs, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de réclamer, de continuer à jouer en réclamant. Et écoute, joue. En plus, maintenant, vu qu'il laisse les actions, déjà quand il y a hors-jeu, il laisse les actions. Donc, quand tant que c'est pas sifflé, joue jusqu'au bout. Et puis, s'il y a but et il doit y avoir hors-jeu, il y aura hors-jeu. Bref, arrête de réclamer, joue. Bref, là, il est en retard sur plein de domaines dans ses jaillissements. Et puis, il y a Ramos. Et le problème de Ramos, c'est que il n'est pas à son poste. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais le truc, c'est que pour moi, Marquinhos, il joue dans l'axe pour 2 raisons. La première, c'est son statut. Il est au cœur de la défense. Et pour l'instant, Galtier, je pense, il n'ose pas trop bouger ça. La deuxième chose, c'est que Marquinhos avait fait des choses plutôt intéressantes. Alors, il n'a pas été exceptionnel, mais des choses intéressantes au milieu. Et le truc, c'est de se dire, comme avait essayé un peu Tourelle, d'être capable de venir dans cette position de numéro 6, soulager les 2 milieux de terrain. Le problème, c'est que, en fait, c'est pas comme ça que tu construis une équipe. Et pour moi, l'arrivée de Skriniar, elle s'inscrivait là-dessus. J'avais dit, pour moi, Skriniar, attention que ce ne soit pas un concurrent à Ramos. Parce que, voilà, et je pense que c'est un concurrent à Ramos. Parce que, en fait, comment construire l'équipe sans Skriniar? C'est de te dire, ma défense, comment elle va être le mieux organisée par rapport à mon collectif? Marquinhos, il est peut-être mieux dans l'axe. Je ne dis pas le contraire, pour l'instant, je n'ai pas de jugement. Mais est-ce que ma défense est mieux avec Marquinhos dans l'axe et Ramos à droite? Ou avec Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite? D'accord? Peut-être que Marquinhos, tu vois, je vais donner des chiffres pour être concret. Sur 10, peut-être que Marquinhos à droite, ça vaut 6 et dans l'axe, ça vaut 7. Mais sauf que ta défense, globalement, avec Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite, elle vaut 8 et l'inverse, elle vaut 6. C'est ça, comme ça que tu construis une équipe. Des fois, tu te dis, tiens, lui, il est peut-être mieux un peu sur le côté. Il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est pas. Oui, mais dans le collectif, pour moi, c'est mieux qu'il soit de ce côté-là. Voilà. Donc, en fait, il faut que Galtier trouve cette harmonie. Et pour moi, l'harmonie, aujourd'hui, avec la composition actuelle de l'effectif, elle viendra de Marquinhos à droite, même si son statut est capitaine, etc. Pourquoi? Parce que Ramos est capable, malgré tout, de défendre en avançant, et Marquinhos et Kimpembe de revenir serrer à l'intérieur pour fermer Ramos. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est Marquinhos qui a le plus de vivacité aujourd'hui pour couvrir Hakimi. Si tu mets Ramos, en fait, tu vas mettre Hakimi en difficulté. Tu vas mettre Ramos en difficulté. Résultat, tu vas mettre Marquinhos en difficulté. Mais d'ailleurs, Yacine, le premier match de la tournée au Japon, je crois que c'est dans la première mi-temps ou dans les premières actions japonaises, elle passait toutes du côté de Ramos. Hein. Mais bien sûr. S'il n'y a pas de changement, en Ligue 1, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'ils vont cibler le manque de vitesse
et de vivacité de Ramos. Voilà. Et ça risque de poser quelques problèmes, surtout s'il y a un contre et si les mecs ne reviennent pas tous, etc. Exact. Et donc, je pense que c'est là aussi que Galtier doit travailler. Pour l'instant, sans Skriniar, c'est pas se dire on espère Skriniar, donc je mets Ramos à droite parce qu'avec Skriniar, ce sera Marquinhos dans l'axe. C'est de se dire aujourd'hui, j'ai pas Skriniar. Donc mes automatismes, je les travaille avec Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite qui va couvrir. D'ailleurs, je rappelle aussi que l'année dernière, Marquinhos a joué quelques matchs en axe droit et il a été très bon, non seulement pour couvrir Hakimi, mais aussi parce que Marquinhos, il a déjà joué latéral, parfois pour avancer avec le ballon côté droit et créer du mouvement avec Hakimi, avec Messi. Tu vois, quand il porte le ballon comme ça sur 15-20 mètres, plus que dans l'axe, parce que finalement, dans l'axe, avec Verratti quand il est là, t'as pas besoin que Marquinhos il porte le ballon, puisque c'est Verratti qui va organiser le jeu. Donc, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'ose pas le faire par rapport à tout ce que j'ai dit, le statut, la future arrivée de Skriniar, etc. Et ça, c'est une perte de temps, parce que franchement, Paris a vraiment subi beaucoup d'occasions dans les 3 matchs contre des équipes japonaises qui sont quand même pas des foudres de guerre. Après, future arrivée, Yacine, pour l'instant, l'Inter a l'air de ne pas vouloir céder au niveau du prix. La seule chance que peut avoir Paris, effectivement, l'Inter a besoin quand même d'argent parce qu'ils ont quand même payé. Ils ont fait un prépayant avec Lukaku. Il y a une grosse partie du salaire qui est pris en charge. J'imagine aussi qu'il y a peut-être une option qu'ils vont peut-être lever pour Lukaku. Ça va quand même coûter cher. Donc voilà, là pour l'instant, c'est soit ils attendent vraiment le 31 pour essayer de à l'Inter, parce que l'Inter aura vraiment besoin d'argent, soit l'Inter va faire d'autres ventes, va garder Skriniar, et à ce moment-là, si vraiment tu veux un deuxième, j'espère qu'ils ont un plan B, parce que... Bah, c'est ce que j'allais dire. Mukele, en fait, est capable d'occuper ce rôle-là. Et on parlait aussi d'un défenseur au Portugal, au cas où Skriniar, je ne connaissais pas plus du nom, mais après, a priori, oui, voilà, c'est soit le plan B, c'est Mukele qui peut faire les deux, ou soit il rajoute encore un autre défenseur central, peut-être un peu plus jeune, un prospect. Voilà, Mukele, j'en ai pas parlé parce qu'on va en parler après. Voilà. Oui. Effectivement, ça peut être celui qui occupera ce poste-là. Gardons le débat Nordi Mukele pour la fin du podcast. Voilà pour ce qu'on peut dire sur le match en lui-même, sur cette victoire 6-2, mais élargissons un peu sur cette tournée japonaise avec donc les 3 matchs qui ont eu lieu pour le Paris Saint-Germain, avec 11 buts marqués en tout, 4 buts encaissés dans ces 3 matchs. On en parlait, un système de jeu en 3-4-1-2 installé par Christophe Galtier qui commence à prendre ses marques. Beaucoup de positifs et quelques points négatifs. Avant le premier match officiel de la saison dimanche prochain, donc pour le trophée des champions face à Nantes. Mousse, question. Qui a marqué des points pour toi dans cette tournée japonaise? C'est pas forcément, ça peut être, tu vois, plusieurs joueurs comme ça à la volée, il n'y a pas de truc précis, mais pour toi, qui ressort un peu de cette tournée japonaise? Évidemment, devant, même si j'avais pas trop apprécié, c'était le premier match de Neymar, j'avais pas beaucoup apprécié. Je trouve que les deux autres, ils étaient mieux. Enfin, en tout cas, le dernier, puisque le deuxième, j'ai pas pu le voir entier, donc j'ai vu que un résumé. De toute façon, il est rentré qu'une demi-heure, le deuxième. Le deuxième, il est rentré qu'une demi-heure. Ah ouais, bah, je trouvais que là, il était mieux en jambes, voilà, il était plus créatif sur la dernière rencontre. Donc, je trouve que, et je l'avais critiqué lors de la première, donc moi, je trouve que voilà, il envoie des signes malgré tout plutôt positifs, l'ami Neymar. Donc, on va lui mettre un encouragement. Tu sais que c'est ma spécialité, Hugo. Je mets que des encouragements. Donc, je leur mets un Neymar. Évidemment, Vitinha, on le découvre. Donc, c'est plutôt une belle découverte. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Qui d'autre comme je t'ai dit, moi, les latéraux, j'en attends un peu plus dans le rôle de piston. Donc, je vous demanderai après pour ceux qui vous ont un peu plus déçus. Donc là, pour l'instant, que les joueurs qui t'ont un peu plus marqué agréablement. Voilà. Alors, on va dire, allez, Kimpembe, Neymar, Mbappé dans l'animation offensive, Vitinha au milieu de terrain, et puis voilà, puis c'est tout. Et puis là, Navas lors du dernier match, quand j'ai vu le résumé, j'ai trouvé plutôt bien. Il a fait qu'un seul match, mais j'ai trouvé Navas pas mal. Et du coup, Donnarumma, je le mettrai dans les. Parce que j'ai eu pas mal de critiques sur Donnarumma sur ces matchs, de ses prises de balles pas très bonnes, sur ses relances, etc. On en parlera peut-être que du coup, Moustapha, tu le mettras peut-être dans les joueurs qui t'ont un peu plus inquiété, mais Donnarumma a eu quelques difficultés, bien qu'il ait fait aussi quelques arrêts. Et Kalimundo que j'ai oublié, Kalimundo et Sarabia, que je trouve voilà, joueur sérieux de collectif, etc.
une bonne surprise pour Sarabia qui était en prêt, qui revient, et Kalimundo pareil. Moi, je trouve que c'est quand même voilà, c'est une belle surprise pendant la tournée. Quand je vois qu'on va essayer quand même tout de même de le vendre, ça va triste et je comprends pas bien t'as voulu mettre 40 millions sur un joueur italien qui avait 10 buts cette saison, je crois, même si le profil était intéressant. C'est vrai que c'est difficile de vendre les indésirables et du coup, tu vas te rabattre sur Kalimundo qui va peut-être te rapporter entre 20 et 30 millions d'euros. Mais je trouve ça dommage parce que voilà, il essaye de gratter sa place. Dans l'attitude, il est plutôt bien. C'est dommage. C'est 16 buts quand même, hein, Scamacca, Mousse, enfin, pour donner le vrai chiffre. Il a fait une grosse saison quand même à Sassuolo, Scamacca, parce que tu as dit 10 buts. Il en a enlevé 6 quand même comme ça, t'emmerdes pas quand même. C'est 16 buts, toutes compétitions confondues ou vraiment c'est Non, Serie A. 16 buts en championnat et c'est un seul en Youth League, il me semble, ouais. C'est ça. Je crois que j'ai confondu avec les stades d'Ikitike. Ah oui, c'est critiqué là. Scamacca, il a fait une grosse saison quand même à Sassuolo, mais du coup, apparemment, il devrait signer à West Ham hein, pour un montant supérieur à ce que Paris proposait. Donc, pour moi, ça laissera peut-être plus de place pour Kalimundo si Paris arrive à se séparer de Mauro Icardi, qui, lui, je pense, pour le coup, vous sera peut-être plus dans vos points, dans vos joueurs qui vous ont inquiété. Que de toute façon, vous voulez voir partir, je le sais bien parce que je vous connais un petit peu. Yacine, quel joueur, toi, t'ont agréablement surpris? Enfin, agréablement, t'ont conforté dans tes analyses ou autre? Moi, je suis jamais dans. Moi, je suis jamais dans l'excès. Donc, si je dois dire deux joueurs qui ont marqué des points, c'est Sarabia et Kalimundo. Les autres, en fait, ils ont été à peu près conformes à ce qu'on en attend. Même Vitinha, c'est-à-dire que Vitinha, c'est oui, sa qualité de passe. Voilà, le deuxième match, il n'est pas impressionnant. Enfin, voilà, il y a des hauts et des bas. Il n'est pas encore régulier, mais c'est logique. Hein, voilà. Marquer des points, pour moi, sur la tournée au Japon, c'est Kalimundo et Sarabia. Kalimundo, parce qu'il fait des très bonnes entrées. Il marque. Putain, 2 buts pour Kalimundo cette tournée et 2 buts pour Sarabia. Voilà, il marque. Il est présent, il se déplace, il bouge, il fait ce qu'il a fait à Lens. Et il continue, même au PSG. Et puis Sarabia, parce que Sarabia, on en a beaucoup parlé ici, parce que c'est un joueur, globalement, que ici à Paris United, on apprécie. Parce qu'on apprécie son profil, on apprécie son état d'esprit. Il a eu du mal après le Covid, il a mis du temps à revenir, il a eu un Covid qui lui a fait mal. Son prêt au Sporting l'a remis dedans. Mais nous, on a toujours dit que Sarabia, c'est le profil type du joueur qui, s'il accepte, parce que ça aussi, c'est aussi un autre truc à prendre en compte, mais s'il accepte au départ un rôle de doublure avec du temps de jeu, parce que là aussi, si c'est garder Sarabia pour laisser Messi, Mbappé, Neymar 90 minutes les 10 prochains matchs et offrir à Sarabia 7 minutes 30 en 10 matchs, effectivement, je ne vois pas d'intérêt. Maintenant, s'il accepte de dire, OK, moi, je veux bien rentrer à la 60e, à la 65e, parce que Sarabia, il est capable de rentrer à la place de Messi, de Neymar ou de Mbappé, en fonction de comment tu réorganises le truc. Donc, voilà, il est dans le tempo, il est prêt à se sacrifier sur certaines courses. Il a mis 2 très beaux buts sur la tournée au Japon. Voilà. C'est le joueur qui doit faire partie des 17, tu vois, à chaque fois, enfin 17-18, à chaque fois, nous, on se dit, qui tu dois faire partir? Bah, je suis désolé, moi, une fois que j'ai pris les 13-14 joueurs, en gros, qui vont jouer, sur les 15 noms qui restent, Sarabia, il n'est jamais dans mes joueurs que je laisse partir ou que je fais partir. Parce que c'est vraiment le profil de joueur dont tu as besoin, capable de jouer aussi, en plus de ce qu'il fait, à plusieurs postes. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu avec sous Tourelle en numéro 10, on l'a vu en deuxième attaquant, là on le voit sur un côté, ce qu'il a fait aussi longtemps. Voilà, c'est un joueur qui t'apporte et qui déçoit rarement, sauf, je répète, dans sa période Covid où vraiment il a vraiment souffert. Parce que je me rappelle de matchs où il faisait même de la peine, quoi. Il avait plus de jus, il avait plus de. Enfin, c'était horrible. Et elle était déjà flagrante lors de sa dernière saison à Séville, avant qu'il signe au PSG. Il avait des stratégies. Effectivement, il pouvait jouer derrière des attaquants, il pouvait jouer sur un côté, ou voire avec un deuxième attaquant. C'est vraiment un bon joueur, Sarabia. C'est un bon joueur de collectif et vraiment la dernière saison qu'il fait à Séville, elle est incroyable. En termes de statistiques, but et passes décisives. Et au Sporting aussi. C'est ça, hein. J'allais dire, au Sporting, il est à 15 buts et 6 passes décisives. Hein. Et il a laissé une très très belle image. Ouais. Il a fait une très belle saison et les stats dont tu parles à Séville et Mousse, c'était 12 buts et 13 passes décisives avant qu'il ne rejoigne le PSG à l'année 2019-2020. Et c'est tout?
À 12 buts, 13 passes D, ça va quand même. Décidément, moi et les chiffres, c'est une catastrophe. Parce que moi, je me rappelle, quand on avait fait le papier, il me semblait qu'en termes de buts, il était pas loin des 20 buts. Et pareil, en termes de passes décisives. Alors après, j'ai pas ces chiffres en Ligue 1, mais bon, il est déjà un double-double juste en championnat, donc il a dû les atteindre peut-être avec la Coupe d'Europe, etc. Hein. Et, les stats qu'on avait mis à l'époque, c'était effectivement toute compétition confondue. Et juste pour finir sur Sarabia, c'est quand même difficile de t'imposer dans un nouveau championnat, une nouvelle équipe comme le Sporting. Et effectivement, il a réussi. Je pense que si le Sporting financièrement est en capacité de le garder, il l'aurait fait sans problème. Et je pense que Sarabia serait resté parce qu'il avait l'air aussi plutôt content de son passage au Portugal. bon, moi, pour donner un petit mot, ça va compléter. Yacine m'a coupé l'herbe sous le pied, mais à juste titre, il a raison. J'aurais dit pareil, Pablo Sarabia et Arnaud Calimundo. Pablo Sarabia, de par l'activité qu'il a et les mouvements, et surtout qu'il revient d'une très belle saison, donc il est en forme. Et en plus, je pense que vous avez entendu ses déclarations où il a dit qu'il voulait vraiment rester au PSG et s'imposer. Donc c'est quand même positif parce que ça montre que le joueur veut rester cette fois et vraiment cette fois s'imposer avec Christophe Galtier. Peut-être qu'il y a aussi une discussion avec Galtier et qu'il l'intègre vraiment dans le projet. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, Mousse ou Yacine, mais dans ce dispositif-là, je trouve qu'il est plus proche des autres attaquants que dans le 4-3-3 où des fois il était excentré et on n'arrivait pas trop à le trouver, c'était le moins sollicité, on va dire. Et là, d'être au cœur du jeu et de par ses mouvements et de par sa technique aussi, il est intéressant parce qu'il est proche des autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Yacine. Ouais, mais c'est pour ça que cette animation, malgré tout, elle est intéressante. Je trouve qu'elle lui colle bien. Je trouve qu'elle lui colle plutôt bien, mieux que le 4-3-3 à Sarabia. Ouais, parce que justement, comme il n'a pas cette puissance pour éliminer, et ben, en fait, il rentre à l'intérieur du jeu, il sert des appels, notamment d'Hakimi, et il va venir combiner à l'intérieur ce qui correspond plus à ses qualités. Donc, dans cette animation-là, c'est pour ça que je disais, et ça fait partie de ma réflexion de tout à l'heure, de dire quand il y a les trois, voilà, quand le troisième, c'est un Sarabia, qui respecte le jeu, qui n'est pas là pour tirer la couverture à lui, etc., et ben, il y a quelque chose de plus intéressant dans les enchaînements du PSG. Voilà. Et je complète avec Arnaud Calimundo, que vous avez déjà bien développé les deux, mais Arnaud Calimundo qui est donc pareil, a l'air de vouloir s'imposer et c'est un joueur formé au club et on voit qu'il a vraiment envie de porter ce maillot et de jouer et non pas pour rester, il veut pas rester au PSG pour son salaire mais vraiment parce qu'il veut défendre les couleurs du club et s'imposer, contrairement à Mauro Icardi qui veut pas bouger parce qu'il a son gros salaire. Et ça m'embêterait, pour pas dire autre chose, vraiment qu'on doit sacrifier Calimundo parce que Icardi n'a pas trouvé de solution, en tout cas n'a pas voulu trouver de solution pour partir et qui fera une saison, je pense, voilà, comme la saison dernière, puisqu'il n'a pas l'air de vouloir trop changer de ce qu'on a vu déjà sur les matchs de préparation. Alors peut-être qu'il fera changer d'avis sur la saison, mais je pense pas. Je suis même pratiquement sûr. Et ça m'embêterait vraiment de ne pas garder un joueur comme Calimundo qui a l'envie, qui est formé au club et qui est performant, plutôt qu'un Icardi qui croque sur son salaire depuis qu'il est arrivé et qui vraiment n'est plus en forme pour jouer au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que Galtier en a parlé et qu'il a dit que malheureusement, d'ici au 31 août, il n'est pas maître du mercato, c'est pas lui qui gérait, que même s'il appréciait beaucoup les qualités de Calimundo, il y a une réalité du marché, pardon, qu'il va falloir quand même faire rentrer un peu de sous et que. Ouais, mais ça serait dingue. Ça serait dingue quand même de ne pas garder un joueur comme Calimundo qui est performant, qui peut jouer en système A3, mais un mec qui bouge pas ses fesses, et je me retiens d'être vulgaire depuis tout à l'heure, mais qui bouge pas ses fesses et qui ne resterait au Paris Saint-Germain que pour son salaire. Ne dites pas qu'il reste pour autre chose. Hugo, je pense qu'on est tous d'accord. Ah oui. Il n'y a pas un supporter qui va te dire je préfère garder Icardi qu'Alimundo. Maintenant, moi, je te dis juste ce que disait Galtier, c'est qu'il y a les qualités de Calimundo et il y a la réalité du mercato et le fait de faire rentrer l'argent. Si tu n'arrives pas à vendre des mecs comme Draxler, Wijnaldum, comment il s'appelle, Icardi, etc., il va bien falloir que tu vendes un joueur. Et comme lui, il est bankable, il a une vraie cote, et en plus, tu peux en tirer jusqu'à 30 millions d'euros. Voilà, je pense qu'ils le feront. Et il y a aussi le côté de Calimundo, même s'il dit qu'il veut rester, je ne sais pas si lui voit d'un bon œil aussi l'arrivée d'Ekitike, un concurrent direct à son poste. Donc voilà, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Mais la réalité, c'est autre chose. Et Paris n'a pas encore vendu de joueur. Hein. Oui, mais après, ça va venir pour Wijnaldum, parce qu'il est d'accord avec AS Roma, donc il va partir. J'ai vu que pour Draxler, Newcastle voulait faire une offre de 13 millions d'euros pour le racheter. On verra bien. Mais bon, dans les derniers mercato, il n'y avait jamais de club intéressé pour Draxler. S'il y en a bien un qui peut-être intéressé,
Même, je préfère. Alors, t'imagines, moi qui suis fan de Draxler, je préfère vendre Draxler et garder Kalimundo. Donc, c'est dire à quel point j'apprécie Kalimundo. Hugo, il y a deux choses. Newcastle donc a été repris par des Saoudiens, donc ils ont besoin aussi de faire venir quelques noms, même si Draxler aujourd'hui ça fait pas rêver qu'il y a 3-4 ans. Ça reste un champion du monde avec la Mannschaft, ça reste un beau joueur de foot. Maintenant, vous connaissez un peu le personnage et la personnalité de Draxler. Vous imaginez, vous, quitter Paris, la qualité de vie qu'il a à Paris, pour aller s'enterrer dans le nord de l'Angleterre, à Newcastle, une équipe qui va rien jouer cette année. Alors, en termes de salaire, il va s'y retrouver. Hein. Je rappelle que sa femme, sa compagne attend un enfant, un heureux événement. On sait que les joueurs n'aiment pas trop, et surtout leur épouse, n'aiment pas trop bouger lorsqu'il y a une naissance. Moi, la piste Newcastle, je la trouve pas assez sexy, en tout cas pour Draxler. On verra bien, mais en tout cas, c'est déjà une première approche et on verra bien si Draxler s'il a dit qu'il voulait rejouer au foot. Donc, on verra s'il veut vraiment rejouer au foot et dans un club où il jouera. Parce que Newcastle se prend les pieds un peu. Je ne sais pas si vous voyez niveau mercato, mais ils se prennent des noms sur leur premier, deuxième, voire troisième choix. Donc là, évidemment, Draxler n'est pas le premier choix et donc ils vont devoir, au bout d'un moment, aussi accélérer s'ils veulent recruter des joueurs. Pas de Coupe d'Europe, tu sais pas, enfin, tu connais pas les ambitions réelles de Newcastle, ce qu'ils visent pour cette saison avec le nouvel actionnaire. Et puis, encore une fois, Newcastle, c'est pas sexy, ça fait pas rêver. Il y a de l'argent, c'est vrai, mais après, oui. Après, ça bouge Newcastle. Il y a quand même un entraîneur intéressant, Eddie Howe, qui est un très bon entraîneur, et on l'a vu sur la fin de saison. Il a quand même bien fait jouer Newcastle. Il a réussi à mettre les joueurs qu'il fallait. Il y a eu quand même quelques recrues, évidemment, c'est pas les recrues. Ils ont quand même fait venir un mec comme Kieran Trippier, qui était titulaire Atlético, voilà, etc. Ils peuvent faire quelques coups. Je dis pas que c'est évidemment, Mousse, je suis d'accord avec toi, la ville est horrible, mais en termes de salaire, ce qu'ils peuvent payer, et puis d'ambition, tu peux rejoindre un des clubs, des nouveaux riches de Première Ligue, ça peut être quand même assez intéressant de jouer en Première Ligue. Et très financier. Il y a deux choses intéressantes quand tu suis Newcastle. Évidemment, niveau salaire, il va s'y retrouver, peut-être qu'il gagnera plus, ça c'est sûr. Et le fait aussi de jouer en Première Ligue. C'est quelque chose quand même passionnant. Et quand tu es un joueur de foot, jouer en Première Ligue, quelle que soit l'équipe dans laquelle tu joues, voilà, un week-end sur deux, tu vas tomber sur une grosse écurie. Effectivement, donc c'est quand même très intéressant d'aller signer en Première Ligue. Mais c'est ce que nous montre Draxler qui me fait dire que, bien sûr, pas sûr que lui ça le tente. Yacine. Juste, attention quand même, Newcastle, c'est quand même un club historique. C'est aussi un club qui a un très beau stade et un gros public. Et la dernière chose, c'est que Newcastle, c'est une ville qui bouge grave. C'est peut-être pas beau. Ah ouais, c'est pas Liverpool ou c'est pas. À Newcastle, c'est pas. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais Charlotte Pironi, la femme de Florent Thauvin, quand il était revenu à Marseille, de Newcastle, il avait dit que la ville était horrible, qu'il n'y avait rien à faire, qu'il pleuvait tout le temps. Donc, je me suis basé aussi sur les gens, parce que moi, j'ai jamais été à Newcastle, donc je vais pas dire. Je te parle pas de visiter des musées, attention. Hein. J'ai dit que ça bougeait. Et je parle de Draxler et quelqu'un qui aime bien sortir. Ça bouge grave, Newcastle. Donc, comment tu sais que ça bouge grave, Yacine? Je connais. Mais Yacine, entre ça bouge grave à Newcastle et ça bouge grave à Paris. Non, mais c'est deux façons différentes de bouger, tu vois. Ouais, mais bien sûr, mais attention, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Liverpool, c'est pas, tu vois, t'es juste en dessous, en Angleterre, dans les villes où ça bouge le soir et tout, t'es en dessous de Londres, mais c'est la deuxième ou troisième ville, hein, c'est vraiment ça. Il n'y a pas que ça, c'est pas. Non, j'ai pas dit ça. Un mec qui veut J'ai rajouté. Et il y a aussi la météo, là, tu vois. Il y a oui. plein de choses, tu vois. En revenant sur notre podcast, mais c'est vrai qu'en tout cas, en termes de visibilité, Newcastle, et tu as raison, Yacine, de le préciser, en termes d'ambiance, St. James Park, c'est une des meilleures ambiances de Première Ligue, et ça joue aussi dans l'attrait pour les joueurs qui voudraient bien. En tout cas, n'hésitez pas, on va sortir un livre bientôt, le guide du routard, Yacine Amned, et il vous mettra des étoiles sur les sorties, les musées, la météo et tout. Parce qu'il en a fait il en a fait du chemin, Yacine. Hugo, je sais pas si tu suivais déjà la Première Ligue dans les années 2000, mais bon, avec Yacine, je pense que Newcastle, c'était un club de foot quasiment français. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait parfois dans le 11 titulaire, avait des 8 joueurs français. Et pendant, il me semble, 4-5 ans, un cycle de 4-5 ans, chaque été, les mecs te prenaient 2 joueurs, 3 joueurs de Ligue 1, mais des joueurs français, hein, pas des joueurs étrangers. Des joueurs français. Oui, quand il y a eu les Johan Gouffran, Aubertan. Exact. Ah oui. Et même, ils avaient recruté l'arrière-gauche de Nancy, dont j'ai oublié le nom, qui était venu et qui n'a pas marqué les esprits. Il y en a un paquet qui sont allés qui n'ont pas marqué les esprits. Un arrière-gauche qui jouait à Nancy. Bon, bref, j'ai oublié le nom. Deux mecs qui sont arrivés à Newcastle. Ils ont fait une saison. Ils sont venus en prêt. Mais
je ferais qu'on regarde. Mais il y avait au moins 20 chaque été, tu vois. Il y en Bah, a- quand même aussi David Ginola qui a marqué Newcastle, quand même, il faut le dire, parce que ça permet de Il a été oublier les anciens. le meilleur joueur de première ligue avec le maillot du Newcastle. Ça. il y a Tem Ben Arfa, il y a eu Florent Thauvin, il y a eu quelques joueurs aussi qui ont marqué. Ben Arfa, on peut dire ce qu'on veut, mais il avait fait une bonne saison avec Newcastle quand même. Non, Il avait fait une action magique. mais oui, c'est ça. Et dessus, il a mangé 3 ans. C'est En tout cas- Newcastle qui se fait briser le tibia. Ouais. Bon voilà. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur. Ce n'est pas un podcast encore sur Newcastle, mais on n'était pas loin de partir dessus. Juste un dernier petit mot sur le match, avant qu'on passe à autre chose. Les entrants aujourd'hui, s'ils n'avaient pas envie de rentrer, il fallait le dire. Il ne fallait pas partir à l'aéroport, attendre les joueurs à l'avion directement. À part Mbappé, qui a été très très bon, Mbappé dans son entrée, mais je pense que tu visais d'autres joueurs. Très bon. Moi, Ah bah moi j'ai trouvé excellent. Il était remonté. je l'ai trouvé très personnel, par contre. Oui, En fait- mais attends, c'est pas pareil ça. Ah si, Bah non. ah Bah, si. Parce que quand il est rentré, j'avais l'impression plus de quelqu'un qui cherchait à marquer son but qu'à quelqu'un qui avait envie de continuer à jouer. Mais après, il a fait des différences, mais déjà, il a beaucoup raté. Mais apparemment, c'était le thème du jour. Parce que de toute façon, en première mi-temps, ils ont tous raté aussi. Mais ouais, je l'ai pas trouvé super respectueux du jeu. Bon, en dehors de ça, il a fait des différences. Mais en tout cas, globalement, les entrants, Paredes, tout ça, franchement, ouais, je savais même pas qu'ils étaient les rentrés. 3 de derrière. Danilo, je savais même pas qu'il était rentré non plus. Ouais. Dès qu'il a fait les changements, honnêtement, le match, il a. Ouais. Je trouve qu'Mbappé, je suis d'accord avec Hugo dans le sens où il fait une rentrée où il apporte de la vitesse qui manquait un peu avant son entrée. Après, il rentre Yacine, le score est déjà acquis et il a fait ce qu'a fait Neymar en fin de première mi-temps. Ils ont essayé de jouer à la baballe, se faire plaisir et effectivement, tu sens qu'il voulait marquer absolument son but pour peut-être être le meilleur buteur du tournoi, etc. Bon, après, le score était acquis, c'est pas bien grave. Et il y a une action au moment où il dribble défenseur plus gardien, où il met le défenseur à la sauve, qui était pas mal aussi. Mais par contre, par exemple, voilà, dans les rentrants, j'aurais préféré voir Warren Zaïre-Emery, qui est un des jeunes qui a été pris par Galtier pour le stage et qui avait été intéressant. Yacine, tu avais fait un papier dessus d'ailleurs, sur son deuxième match. C'est dommage de ne pas l'avoir revu aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, je suis désolé mais que les gens le prennent pas mal, c'est pas un tacle à Galtier. Mais tu vois, quand tu as le choix entre Paredes et Zaïre-Emery, bah ouais, même si Paredes n'a pas joué avant pour plein de raisons, tout ça, hein, mais il doit avoir du temps de jeu. Mais effectivement, moi je suis d'accord par rapport au programme là et à ceux qui ont joué. Après, voilà, il a beaucoup joué le deuxième match. Donc bon, il y a plein de choses, mais. Même c'est vrai, il a joué 70 minutes sur le deuxième match aussi. Donc bon, Mais d'ailleurs, j'aurais une question dessus. Alors moi, je te laisse réagir, mais j'aurais une question sur la gestion de Christophe Galtier et de ses troupes. Donc peut-être qu'on va pas empiéter dessus. Je sais pas, Mousse, si tu voulais dire quelque chose dessus. Je voulais dire sur Emery, sur Zaïre Emery, il y a eu beaucoup de compliments après le match, beaucoup, que ce soit dans la presse, dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas aussi l'idée de le protéger un peu, de se dire il a que 16 ans, il a reçu beaucoup de compliments. Moi, comme je l'ai dit, j'ai pas vu le match, j'ai vu le résumé. Alors évidemment, très intéressant, très mature. T'as pas l'impression qu'il a 16 ans, t'as même pas l'impression qu'il a peur ou que ça l'impressionne en fait, tu vois. Mais peut-être dans l'idée du staff de se dire il a que 16 ans, il a eu beaucoup de compliments, faut pas non plus le cramer. Si c'est dans cet esprit-là, moi je suis assez d'accord. Et il aura le temps dans la saison d'avoir du temps de jeu. Pour le reste, moi j'ai beaucoup entendu parler de lui, ses qualités, évidemment on a tous vu quelques actions, etc. Yacine en parlera mieux que moi, il a fait un bon papier dessus sur le profil. Mais effectivement, si l'idée c'est de le protéger, moi je suis plutôt d'accord. En tout cas, je vous invite à aller voir le papier de Yacine sur Warren Zaïre-Emery si vous voulez en savoir un peu plus sur son profil et sur son deuxième match si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Il y a un peu moins de compliments que dans les autres médias, comme d'habitude avec moi. Non, c'est pas ça, c'est que c'est juste en fait. Ouais. Parce que même les supporters, honnêtement, franchement, parfois les mecs ils exagèrent trop, quoi, tu vois. Il y a des trucs sur Twitter. Mais oui, mais les mecs, tout de suite, des comparaisons Iniesta, Xavi. J'ai vu l'association avec Verratti, ça m'a rappelé Xavi, Iniesta. Oh, mec, dosez un peu, quoi, tranquille. C'est Twitter, quoi. Hein. C'est Twitter, on n'est pas surpris. Beaucoup d'enflammes, mais ça peut très vite aussi redescendre. Ouais, dans l'autre sens. Est-ce qu'on fait des flops ou pas? Oui, bah on y va maintenant. On y va maintenant sur les flops. Mousse, ceux que tu as trouvés, ceux qui ont les flops ou ceux qui sont un peu inquiétés, on va dire, sur cette tournée japonaise. Alors, je vais parler d'un premier flop global. Je trouve que le choix de la destination, pour moi, c'est un flop.
je pense que c'était pas bien réfléchi. On est dans une année de Coupe du Monde avec beaucoup de matchs. Ils sont partis dans un pays avec, on l'a répété, taux d'humidité, chaleur, etc. Et comme j'en parlais avec Yacine il y a quelques jours, moi, j'ai préféré les tournées, alors même si elles sont un peu loin, tu vois, comme aux États-Unis où tu rencontres des gros clubs, des Inter, tu vois, ça te met un peu plus dans le bain, etc. Avec des adversaires un peu plus relevés. Et je trouvais que le choix n'était pas bon. Alors évidemment, en termes de revenus, a priori, ils ont touché entre 10 et 12 millions d'euros, et les chiffres diffèrent. Donc c'est vrai que c'est une très très belle somme, mais je pense que pour la préparation, c'est pas le top. Voilà. Il y a des destinations qui auraient été beaucoup mieux. Et puis pour les flops, pardon? Et je dis, niveau joueur, sinon. J'allais dire, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des remplaçants, Yacine, qui sont rentrés dans ce match-là. Et moi, les mecs que j'ai vus, dont on sait qu'ils ne seront pas titulaires cette année, voilà, les Gay, Danilo, moi, je pense qu'on les a emmenés parce qu'il fallait faire le chiffre, mais je pense aussi qu'on a voulu voir, les tester pour voir si on pouvait quand même compter sur eux la saison prochaine. Ce que j'ai vu d'eux m'a pas beaucoup rassuré. S'ils restent, j'espère qu'ils feront mieux. Sur le 11 titulaire, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi, Hakimi, moi, j'espère en voir plus, donc je suis un peu déçu par ce qu'il a amené. Je parlais de Donnarumma tout à l'heure, je sens qu'il y a je sais pas, moi, je ne trouve pas serein, pas tout à fait remis de ses mésaventures de fin de saison. Donc, j'espère que ça va aller mieux en avançant. Pour le reste, non, pour le reste, il y a pas trop de flop. Tu parlais ouais, peut-être Ramos, qui est un peu inquiétant, mais on sait pourquoi il a peu joué la saison dernière. Il y a un manque de complicité avec ses camarades, etc. Pour le reste, voilà. Les remplaçants de Naruma, Ramos, qui font un peu peur de temps en temps, mais pour le reste, je suis plutôt confiant. Yacine, tes flops à toi. Moi, le vrai flop, c'est l'animation défensive et le positionnement en fait des trois. Voilà, je trouve qu'il n'est pas complémentaire, je trouve qu'il n'est pas optimal, je trouve qu'il n'est pas non plus en cohérence avec le reste du collectif. Et c'est l'animation défensive, parce que, en fait, pour moi, même si c'est un match de préparation, encore une fois, il n'y a pas de problème. On met tous les, comme d'habitude, les guillemets, c'est la préparation, ça fait que 3 semaines, ils sont dans le dur et pas de problème. Tu peux pas subir autant d'occasions. Il y a un juste milieu entre être dans le dur, pas de problème, et subir autant d'occasions parce que t'es pas prêt. Il y a l'action du deuxième but, elle est quand même symptomatique. Le porteur, il est pas cadré. La défense, elle est même pas alignée. Ça va au deuxième poteau. Personne ne sait ce qu'il a à faire. T'es désorganisé. Ça, c'est pas une question de physique. C'est une question de cohérence et d'attitude. Donc, j'ai vu trop de lacunes là-dessus. Et je vais aller aussi dans le sens de Mousse là-dessus sur Donnarumma. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que pour moi, il y a une cohérence toujours aujourd'hui par rapport à la position du bloc d'avoir Donnarumma. On l'a vu sur certaines interventions où Donnarumma a été très très haut sur le terrain. Pratiquement, il y a une action aujourd'hui, je crois, qu'il fait une intervention, il doit être au moins à 40 mètres du but. Mais son jeu au pied, c'est. Il y a Kimpembe qui récupère le ballon juste après. Ouais. Mais il récupère le ballon parce que justement, Donnarumma, il se foire dans sa première relance. En fait, il y a une sorte, on dirait qu'ils vont se télescoper. Ouais, donc il sait pas quoi faire. Ouais. Il sait pas s'il doit faire une pas. Il y a autre chose aussi où il fait un peu peur, c'est un peu l'action quand il se prend le but face au Real avec Mbappé. Où, tu vois, il garde vraiment le ballon jusqu'au dernier moment avant de faire la passe au défenseur le plus proche. Et c'est vrai que parfois, c'est vraiment limite. Il joue parfois avec le feu dans la défense. Et c'est ce côté-là que moi qui me fait un peu peur chez Donnarumma. Et pour ceux qui ont vu les matchs de l'Italie au mois de juin, en fait, il y a une continuité dans cette fébrilité. Et c'est vrai que c'est inquiétant parce que malgré tout, si tu veux jouer haut, il te faut un gardien qui soit à l'aise au pied. Et s'il y a des erreurs de relance, ça va te coûter cher. Alors évidemment, encore une fois, comme d'habitude, en Ligue 1, ça va pouvoir passer parce que tu vas être capable de marquer 4 buts. Mais dans les gros matchs de Ligue des Champions, qui plus est, je rappelle que le 25 octobre, Paris aura joué 5 matchs de Ligue des Champions. D'habitude, tu es au 3e match. Donc il va falloir être prêt très vite. Ça peut te coûter des points. Donc, ouais, c'est pas rassurant. En attendant de voir, évidemment, comme d'habitude, la préparation, machin et tout. Et pour toi, Galtier, il a tranché, hein. Il va être serein, hein, parce qu'il a bien dit que ce serait Navas le numéro 1. Et quand je vois que le match qu'a fait Navas, le deuxième match, je l'ai trouvé, lui, toujours très concentré, très vif sur les parades, etc.
Et je trouve que voilà, Donnarumma, il t'offre pas cette assurance. Alors on sait que c'est depuis le match de Madrid, parce qu'avant on a lancé beaucoup de fleurs et à juste titre, il était très bon. Et c'est un jeune joueur, faut pas l'oublier. Il est quand même, c'est un jeune joueur avec beaucoup d'expérience. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'il a fait 4 saisons à Milan, il est champion avec l'Italie, il arrive avec le PSG. Ça reste malgré tout un jeune joueur et je pense que c'est le côté psychologique qui va plus jouer que sur ses qualités intrinsèques. Tu vois. Buffon, il a fait 30 ans de haut niveau, il est arrivé au PSG et son expérience, ça ne sert à rien parce que le PSG, c'est un truc spécial. Il faisait déjà quelques bourdes à la fin avec la Juve. Avant de passer un mot court, parce qu'on est déjà à 1 heure de podcast, si on veut avoir le temps de bien évoquer les sujets d'après, sur la gestion de Christophe Galtier des troupes, est-ce qu'elle vous a paru bonne, Yacine, dans le temps de jeu accordé à chacun pour concerner tout le monde? Parce que c'était un des reproches qu'on faisait à Pochettino de concerner que 13-14 joueurs, là sur les 3 matchs. Sur les 3 matchs, il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'il a mis une équipe à plutôt type le premier, il a fait beaucoup de changements sur le deuxième, il a offert du temps de jeu à tout le monde, et sur le troisième, on a quand même eu bien l'impression qu'il préparait le trophée des champions, qui plus est quand tu sais qu'Mbappé, même s'il avait joué les 2 premiers matchs titulaire, il était remplaçant parce qu'il va être suspendu. Bon voilà, il y a une cohérence dans ce qu'il a fait. Maintenant, moi je ne vais pas être non plus dithyrambique là-dessus. C'est malgré tout aussi ce qu'on avait vu avec même Pochettino sur les matchs de préparation. Rappelez-vous l'année dernière, les 2 premiers matchs de préparation où il y a plein de jeunes, alors il manquait les internationaux, hein, mais il y a plein de jeunes, ça tourne beaucoup. Puis après, quand on arrive dans le début de championnat, la rigolade est finie, donc c'est là qu'on le jugera. En tout cas, dans la préparation, il a concerné tout le monde en offrant du temps de jeu à tout le monde. Tu vois, même Kalimundo, qui rentre 3 fois, il n'est pas loin de ces 1h15, 1h30 de jeu, finalement, on a additionné. Donc, voilà, c'est bien pour tout le monde et c'est cohérent. Justement, j'allais regarder justement le temps de jeu qu'a eu Arnaud Kalimundo sur ces 3 matchs. Voilà, je suis dessus. Il a joué 45 minutes. Il a joué toute la deuxième période contre Kawasaki avec un but. Il a joué toute la deuxième période contre Urawa avec son but. Et aujourd'hui, il est rentré 19 minutes. Voilà, donc il a 1h50. Exactement. Donc ça fait quand même une bonne, beaucoup de temps de jeu pour l'ami Kalimundo. Mousse, sur la gestion de Christophe Galtier. Non, elle est bien. Comme l'a dit Yacine, premier match, il met à peu près l'équipe type. Deuxième, il fait tourner. Troisième, il remet l'équipe type juste avant le trophée des champions. L'équipe type sans Mbappé parce qu'il va être suspendu. Le seul doute qu'on aura peut-être dimanche prochain ou samedi, je sais plus, ce sera qui va accompagner les offensifs Neymar et Messi. Est-ce que ce sera Sarabia, l'expérience, etc., ou plutôt Kalimundo? Étant donné qu'on a vu Sarabia titulaire, je pense que ce sera malgré tout Sarabia. Et ce que j'aime bien aussi, c'est alors est-ce que c'est parce que c'est des matchs de préparation, mais tu vois, les premiers changements, ils interviennent à la 60e. On n'avait pas l'habitude de voir la sonde derrière. Et je pense qu'avec la multiplication des matchs, la Coupe du Monde, etc., je pense que si le score est acquis assez rapidement, je pense que ce qu'on risque de voir cette année en Ligue 1, c'est-à-dire les premiers changements assez tôt, peut-être aussi pour pouvoir concerner les 3-4 joueurs qui va bien compléter son 11, parce qu'il l'a bien rappelé, lui, il veut travailler avec un groupe restreint. Donc normalement, dans la rotation, ça devrait être souvent les mêmes. Je pense que en termes de changement, ça sera mieux qu'avec Pochettino. Donc ouais, je suis plutôt satisfait. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Le trophée des champions, c'est dimanche à 20h. Dimanche à 20h, ok. Merci pour l'info, Yacine. Fast-checking en direct. Et donc, ce sera à Tel Aviv face au FC Nantes d'Antoine Comboiré, qu'on connaît bien du côté des Parisiens. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette tournée japonaise. Donc, un 3/3 pour le Paris Saint-Germain avec 3 victoires en 3 matchs, 11 buts marqués, 4 buts encaissés, je vous le disais tout à l'heure. Et donc, le système en 3-4-1-2 qui commence à prendre ses marques petit à petit. 2 infos maintenant dont on va parler qui sont sorties par le journal L'Équipe. Alors, je ne sais pas si Mousse, toi aussi, tu as eu des échos par rapport à ça. Tout d'abord, la première, c'est sur un nutritionniste qui va être exclusivement dédié à l'équipe première du Paris Saint-Germain. Et c'est une nouveauté, parce que la personne en poste actuellement officie sur toutes les sections du club. Donc ça va changer pour l'équipe première. Question que j'ai envie de poser, Mousse, c'est est-ce que ça aurait pas dû être fait avant déjà? Enfin, vraiment un nutritionniste uniquement sur l'équipe première. C'est bien, mais est-ce que ça aurait pas dû être fait avant? Ah si, je pense que oui. Sur le psychologue, oui, j'en avais déjà entendu parler, et notamment après la défaite à Madrid, sur le nutritionniste, c'est pas facile à dire. Ouais, c'est une bonne chose.
quand on voit que les mecs, souvent, ils revenaient après la trêve estivale, les vacances, avec quelques kilos en trop et même parfois même pendant la saison. Hein. Donc ouais, ça aurait dû être fait depuis très longtemps. On les connaît les joueurs qui font le yo-yo avec le poids. Donc écoute, ça fait partie aussi de ce que Campos veut amener, ce dont il a parlé, c'est-à-dire vraiment être un peu plus sérieux partout, à tous les niveaux, quoi, que ce soit à l'entraînement, ce qu'on appelle aussi l'entraînement invisible, c'est tout ce que tu fais en dehors de l'entraînement pour te maintenir, la nourriture, le sommeil, etc. Écoute, tout ça, ça va dans le bon sens. Moi, je suis très content. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que dans les grands clubs européens, c'est des choses qui existent depuis des années, en fait. Yacine, il en parlera mieux que moi parce je sais qu'il a lu pas mal de bouquins là-dessus, etc., sur les grands clubs ou même sur les entraîneurs qui réclament ce genre de choses. C'est vrai qu'en France, c'est curieux d'avoir un nutritionniste pour c'est-à-dire les jeunes, les féminines, l'équipe première. C'est pas suffisant. Et évidemment, il faut un nutritionniste pour l'équipe première. C'est ta vitrine, etc. Et encore une fois, ce qui est vraiment bizarre, c'est que ça arrive qu'aujourd'hui. Alors que tu vas te renseigner dans les clubs en Italie, en Espagne et sans doute en Première Ligue. Première Ligue peut-être un peu moins, mais en Bundesliga aussi d'ailleurs. Je pense que ça existe depuis très longtemps. Donc on est quand même en retard sur ces choses-là. Toi, nutritionniste, psychologie, etc. On est très très en retard. Ouais. Donc voilà. T'as commencé à en parler, Mousse, c'est une info en plus, celle que je vais donner après, mais comme tu as commencé à en parler, je vais l'introduire pour que Yacine réponde et je te relancerai dessus après. Mousse, c'est aussi Yacine sur un psychologue à temps plein qui pourrait également être recruté par le PSG, donc qui réfléchit à la mise en place d'un suivi psychologique. Depuis la défaite face au Real la saison dernière, son travail devrait s'accompagner d'événements pour travailler l'esprit d'équipe. Et on n'en parle pas beaucoup parce qu'énormément de joueurs sont en dépression ou fragiles mentalement. C'est encore un sujet tabou dans le foot, Yacine, ou même dans la société de manière générale, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, peut-être que tu veux déjà répondre sur l'aspect du nutritionniste, de par ce que toi, tes différentes lectures, et puis aussi tu as travaillé dans des clubs pro, donc tu dois avoir, de par ton expérience, savoir un peu si c'est vraiment bénéfique au quotidien d'avoir un nutritionniste. Rassure-moi, au PSG, il y a bien un entraîneur, des kinés et des médecins quand même. Non, je veux dire, il y a un staff qui tient la route parce que là, j'ai peur. L'année dernière, il n'y avait pas d'entraîneur. C'était. Non, mais sérieux. Non, mais en fait, on l'avait avec Icardi. Non, mais en fait, moi, je suis abasourdi en fait. En 2022, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que les Qataris sont là, et c'est là que tu vois que leur priorité n'était pas le sportif. C'est là que tu vois que dans l'organisation, il y a des choses encore incohérentes. Évidemment, il doit y avoir des postes qui coûtent de l'argent, qui servent à rien, mais ça, c'est juste la base. Alors, je vais raconter rapidement pour comparer, juste sur le point du. Alors, est-ce que c'est un psychologue, un préparateur mental, etc. Bon, je ne connais pas exactement la personne. On verra quand ça sera. En tout cas, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, dans plein de clubs, en France notamment, on considère que la préparation mentale, ça fait partie du travail de l'entraîneur. Or, c'est plus possible de gérer un groupe individuellement en termes de préparation mentale. Chaque joueur est différent. L'entraîneur, il a déjà des séances à faire, des matchs à préparer tous les 3 jours, un état athlétique à gérer ou à observer. Il ne peut pas aussi aller faire des entretiens individuels avec les joueurs. Et en plus de ça, on sait très bien que 9 fois sur 10, pour ne pas dire plus, les joueurs ne se livrent pas à l'entraîneur. Est-ce que vous voyez un joueur dire à l'entraîneur, franchement, je suis dans le trou en ce moment, ça va pas, je pense qu'il faut que je coupe un peu et tout. Et l'autre, il va dire, attends, mais tu veux couper? Ok, bon, alors tu vas aller t'asseoir sur le banc, mais par contre, t'es pas prêt de remettre l'épée sur le terrain. Yacine, c'est pas ce qu'a fait Sampaoli avec Milik en conférence. Moi, je suis pas là pour faire de la calimothérapie ou parler aux joueurs. Moi, s'il est pas bien, ça me regarde pas. Il en parle à quelqu'un. Bien sûr. Aujourd'hui, en NBA, tu as des mecs qui ont des préparateurs mentaux et des nutritionnistes d'ailleurs, comme ça on englobe les deux, depuis plus de 20 ans, 30 ans. Zlatan, il avait un cuistot. Et quand je dis un cuistot, c'est pas un cuistot, le mec qui vient juste faire les plats, c'est un mec qui lui prépare des plats équilibrés avec tant de vitamines, avec ça. Bref, c'est juste quelque chose de normal. Et quand tu vois le surpoids de certains joueurs, évidemment que tu es obligé de te poser la question de te dire mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant donner des salaires comme ça sans avoir un nutritionniste? Mais c'est juste pas possible. Donc évidemment,
Deuxième chose, oui, le nutritionniste, il peut pas être responsable de tout le club parce que la nutrition à 13 ans, à 17 ans et à 23 ans, quand tu joues 60 matchs par saison, c'est pas la même. Et j'irai même plus loin, c'est que s'ils veulent être précis, c'est pas un nutritionniste pour l'équipe première, c'est un nutritionniste en fait qui va gérer tous les joueurs individuellement. Parce que tu as des joueurs qui sont, je dis n'importe quoi parce que c'est la mode, mais intolérants au gluten. Donc ça, c'est un régime spécial. T'en as qui ne veulent pas manger de viande rouge. Donc c'est un régime spécial. T'en as qui digèrent mal les légumes. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et pour un nutritionniste, il y a des analyses de sang à faire, on étudie le métabolisme des joueurs et après on dit voilà, toi tu dois manger ça et avant les matchs c'est ça et dans la semaine c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est juste le travail normal d'un club de très haut niveau. Et pour revenir sur la préparation mentale, etc., pour finir là-dessus, à Milan, il y a le Milan Lab qui existe depuis les années 90 où il y avait déjà des préparateurs mentaux, des exercices sur le mental. Il y a, si je dis pas de bêtises, Shevchenko qui avait eu un gros choc à la tête quand il était à Milan et qui a, pendant sa convalescence, travaillé sur de la vidéo avec des médecins, etc., dans des cabines, sur comment il allait réintégrer les duels de la tête pendant les matchs. Et en fait, il est déjà préparé pendant sa convalescence à revenir sur le terrain et en fait à ne pas avoir d'appréhension pour des duels de la tête. On est quand même en train de parler d'un geste basique du footballeur. Ben, ils étaient déjà là-dessus. On est en 2022, le PSG pense à ça. Tu te rends compte qu'après le 6-1 à Barcelone, les mecs, ils se sont même pas dit, il faut absolument qu'on mette ça en place. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la saison d'après, tu te fais éliminer par Madrid, tu recommences encore cette année avec Madrid, et là, ils disent, ah, peut-être que ça serait bien que, tu vois, par exemple, je pense à un joueur comme Kerrer. Après le fiasco contre Manchester United, peut-être que ça lui aurait fait du bien. Et peut-être que, effectivement, s'il y avait une cellule psychologique, moi, je pense plus préparateur mental que psychologue. Ouais. Si tu avais eu un préparateur mental qui, tu vois, une discussion avec lui pour voir à quel point ça l'a atteint, à quel point il souffre, surtout que lui, le pauvre, il s'est pris tous les reproches par les supporters, c'est-à-dire tous les jours sur les réseaux sociaux, il lisait des choses sur lui, et lui, à qui il pouvait en parler de tout ça? Et surtout comment il pouvait s'en remettre? Parce que nous, on a vu qu'il s'en était jamais remis. Ça a été un peu mieux la saison dernière, mais ça veut dire qu'il a fallu quasiment 2 saisons, 3 saisons pour qu'il arrive à oublier ça. Et c'est ça qui est étonnant. Et ça rejoint ce que tu disais sur comment ça se fait qu'en 2022, les mecs, ils ont pas tout ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les grands clubs, ça fait très longtemps qu'ils travaillent comme ça. Ça fait très, très longtemps. Surtout que d'ailleurs, il y a des joueurs qui ont des préparateurs mentaux à domicile. Enfin, Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais pareil, des nutritionnistes ou des préparateurs physiques. Enfin, je sais que les clubs n'aiment pas trop ça. Et tu as des joueurs qui ont leur propre préparateur, leur propre nutritionniste, etc. Et donc, je termine là-dessus. Le truc, c'est qu'en fait, le problème du football, en général, encore une fois, et notamment en France, parce que dans d'autres pays, c'est intégré, ça fait partie de la préparation, ça fait partie des choses qui existent dans les clubs. En France, on considère en fait que, tu sais, le fameux « t'es un bonhomme ». Voilà, il n'y a pas de baltringue, il n'y a pas de « ah, t'as raté une passe, tu t'écroules, c'est quoi ce truc-là toi, t'as du caractère, donc il n'y a pas besoin de psy, c'est dans ta tête, et tu vas y aller, t'es un bonhomme, et vas-y, et on pose les machins sur la table, etc. » Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Si les plus grands joueurs de NBA, ils ont des préparateurs mentaux individuels, justement, c'est qu'il y a une raison. À un moment donné, le sportif, c'est très très dur aussi de ce côté-là, même s'il gagne beaucoup d'argent. On l'a vu d'ailleurs, je prends un exemple hors PSG, avec Dubois. Tu sais, les mecs, ils vont te dire, Dubois, il gagne 350 000 euros par an et il supporte pas 3 messages sur Twitter. Mais en fait, à un moment donné, peut-être que... Enfin, vous êtes là, c'est vous qui envoyez les messages pour attaquer les joueurs. Mais peut-être que demain, on va vous en mettre plein la gueule à vous, si vous mettez votre vrai nom, parce que c'est facile d'avoir des pseudos et de couper les comptes. Mais si tu mets ton vrai nom et que les mecs, ils viennent t'en mettre tous les jours, t'es un tocard, t'es un tocard, t'es un tocard, tes tweets, c'est de la merde, t'es un tocard, tu connais rien, t'es un tocard, t'es un tocard. Tu sais, au bout d'un moment donné, c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit tu t'effondres, soit tu as envie de défoncer tout le monde. Mais en tout cas, il y a une réaction. Voilà. Et c'est très dur. C'est très dur de te dire, un joueur de foot, tout le temps, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Voilà, bah ouais, à un moment donné, ça pèse. Voilà. Et encore plus, tu sais, les joueurs de foot, souvent, c'est même pas forcément eux. C'est plus les réactions autour d'eux, de leurs proches, qui les touchent plus que les messages. Parce qu'à la limite du bois, comme le dit tout le monde, il peut très bien se dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que toi, Hugo ou Yacine, vous dites que je suis nul. Moi, je touche 300 000 euros, je suis footballeur professionnel. Mais par contre, quand tu vois ta femme, tes enfants ou ton frère
dans le trou parce que ça leur pèse, qui vont répondre sur Twitter à ces messages. C'est ça aussi qui joue sur les footballeurs, tu vois. C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de parler. Tous. Tu voulais dire quoi sur. Je voulais dire que je sais pas si vous avez vu récemment Kurzawa qui a dû répondre à un compte parodique, sur un compte parodique d'ActuFoot. Ouais. Qui avait dit genre moi je suis au camp des loges, j'en ai rien à foutre si je joue pas au foot parce que je touche mon argent. Et du coup, je pense que déjà le type, il en prend plein la gueule depuis qu'il est au PSG. Et tu vois, normalement, enfin rarement tu réagis à ce genre de truc, quoi, tu vois. Bah lui, il s'est senti obligé de le faire parce que je pense que quelque part, c'est ce que tu disais un peu comme Léo Dubois, ils se sont acculés. Ben oui. On en prend tous les jours plein la gueule. Et en plus, les supporters ont cru, hein, c'est-à-dire que enfin, débile pour penser qu'un joueur professionnel va mettre ça. Quand bien même il a la rage contre son club, il se tirerait une balle dans le pied en mettant ça sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça. Et au PSG, effectivement, des mecs comme Dubois qui se font attaquer, il y en a un paquet. Hein, il y en a un paquet. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est pas parce que tu es riche que tu peux pas être triste ou avoir des problèmes là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et dernière chose, tu l'as dit, Hugo, et tu as raison, c'est très tabou. Le sujet de la préparation mentale, de la psychologie, et c'est pas que dans le foot, tu as raison de le préciser partout. C'est pas bien de paraître faible. C'est je pense ce que tu voulais dire, Yacine. T'as pas le droit d'être faible. T'as pas le droit d'avoir de faiblesse, t'as pas le droit d'avoir un coup de mou parce que tu es genre professionnel, que tu fais le plus beau métier du monde et que normalement tu devrais être heureux. Mais quand tu joues pas, t'es pas heureux. Quand tu te blesses, t'es pas heureux. Il y a plein de choses qui font que c'est pas parce que t'es millionnaire que t'es heureux. Souvent, c'est bien souvent même le contraire. Parce que Notorious Big le disait, hein, le fameux rappeur qui est décédé, more money, more problem. Plus t'as des problèmes, et c'est très très vrai pour les footballeurs. Eric Carrière, il en avait très bien parlé d'ailleurs dans une interview de tout ça. Oui, parce que lui, intelligent, mais là-dessus, il avait raison. Lui, il était un des premiers, justement, un des seuls d'ailleurs à son époque, à aller régulièrement voir un psy, ou enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà, quelqu'un, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais ça arrive à beaucoup de footballeurs, souvent même en après-carrière ou sur le choix d'un club où ils se trompent et mentalement c'est très très dur pour remonter la pente. Je ne sais pas si vous avez vu Danny Drinkwater, le milieu de Chelsea qui a enfin quitté Chelsea et qui est revenu sur le calvaire en gros qu'il avait vécu chez les Blues ces 5 dernières années parce qu'il a sans cesse été prêté, il n'a jamais été considéré à Chelsea. Et j'ai appris une petite déclaration vite fait de ce qu'il avait dit en gros. Il disait j'ai l'impression de me dire quoi, tu as gâché ces 5 années. Si j'étais resté à Leicester, je n'avais pas été blessé, si le club vous avait traité différemment, tellement de si, c'est frustrant. Ne pensez pas que je ne suis pas encore rongé par la façon dont ça s'est passé. Je souffrais de problèmes de santé mentale en 2019. Nans, il parlait de sa grand-mère est décédée, grand-père est décédé, papa a été diagnostiqué avec une leucémie, j'ai perdu mon chien et j'ai conduit en état d'ivresse, ce qui n'est tout simplement pas moi. Si vous n'êtes pas assez ouvert pour parler aux bonnes personnes, ça vous ronge. Je n'ai appris cela que plus tard, j'ai toujours pensé, je suis un grand garçon fort, je veux faire face à ça, et ben je me suis trompé. Ça rejoint totalement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Yacine. Ouais, c'est ça, parce qu'on a honte d'aller parler. On a honte parce que tout de suite, on se dit, ouais, si je vais. Tu sais, mais parce qu'en fait, on a l'image du psy, tu sais, je m'assois sur le divan, je raconte ma vie, et l'autre, il se fout de ma gueule, quoi. Tu sais, ouais, ok, oui, voilà, je suis faible, machin, nani. Et en fait, on a honte. Mais en vérité, c'est juste normal, quoi. Si tu as des problèmes, tu vas en parler à quelqu'un, et notamment quelqu'un d'extérieur qui n'a pas d'impact sur ta carrière, qui ne peut pas te juger là-dessus. Parce que c'est ça le plus important. Ce que je disais tout à l'heure, tu peux très bien aller te plaindre à ton coach. Et si tu vas te plaindre à ton coach, il va se dire quoi? Non, mais lui, je peux pas le mettre. Il est dans le trou, il va me plomber. Donc tu peux pas aller te plaindre à ton coach. Il faut quelqu'un de neutre par rapport à la situation, parce qu'à ton coach, il va se dire, bah, s'il est faible mentalement, il va jamais pouvoir me sortir une prestation contre Arsenal ce week-end, j'en sais rien. Exactement. Donc il faut un préparateur mental qui soit salarié du club, évidemment, des fois à l'extérieur même, mais en tout cas, qui ne soit pas dans le staff. Le préparateur mental, il doit pas faire partie du staff. Il doit même pas avoir de compte à rendre. Il est là pour aider les joueurs. Exactement. Voilà. Il doit être vraiment, ça doit être vraiment une prestation extérieure et il doit, et peut-être faire, évidemment, peut-être un rapport, j'en sais rien, pour le dire au club, évidemment, pour dire, bah, tel joueur a ses problèmes en ce moment, ce serait bien qu'il soit accompagné ou autre, faire ensuite un rapport détaillé, mais en tout cas. Après, en sachant que tu as le secret médical, donc tu peux pas non plus tout dire. Oui, c'est sûr. C'est ça aussi, tu vois, il y a la limite. Oui. Voilà. C'est vrai. En tout cas, c'est une nécessité, c'était important. C'est pour ça qu'on voulait parler de ces petites infos et on en reparlera sûrement parce que quand ça sera officialisé, là pour l'instant, on est au stade des plus que des rumeurs, des infos qui ont émané en tout cas du club, mais donc qui devrait y avoir un nutritionniste pour l'aspect donc plutôt alimentaire et un psy ou un préparateur mental pour les joueurs parisiens.
Terminons notre podcast avec le dernier thème du jour, donc Nordi Mukiele, pour cette partie mercato, on va dire, pour terminer le podcast. Nordi Mukiele, l'arrière droit de Leipzig, qui devrait rejoindre la capitale dans les prochaines heures. Au départ, ça devait être un prêt, mais au final, on se dirige vers un transfert sec. Et Fabrizio Romano, toujours très bien renseigné, avance qu'un contrat de 5 ans serait dans les tuyaux. Donc voilà, Mukiele serait lié au club parisien jusqu'en 2027. Et puis un montant du transfert entre 15 et 20 millions d'euros. C'est pas très cher. En plus, Mousse, ça part plutôt donc sur un transfert. Au début, on avait pensé à un prêt, un peu à la manière d'Hugo Ekitike, sûrement, dans le deal. Ça devrait être un transfert. Et il pourrait apporter justement ce côté plus défensif, on va dire, alors que, même s'il a une très bonne qualité de centre, mais que Hakimi, ou même dans cette défense à 3, dans ce poste axial droit. Faudrait vérifier, parce qu'il n'est pas dans sa dernière année de contrat avec Leipzig. Parce que le prêt dans une dernière année de contrat, parce que moi, il me semblait qu'il lui restait qu'une année de contrat à Leipzig. Alors, je n'ai pas l'information, Mousse, il faut que je regarde, mais peut-être. Alors, ce qui est intéressant avec Mukiele, hormis ses qualités évidemment défensives et même sa polyvalence, il peut jouer défenseur central, il peut jouer aussi rôle de piston, latéral droit, etc. C'est le fait de doubler les deux postes de latéraux avec des joueurs de qualité, ce qui a été très peu le cas ces derniers temps au PSG, voire quasiment jamais. Quand on prend depuis QSI, il y a rarement eu une doublure qui s'approchait un peu du titulaire. Dis-moi si je me trompe, Yacine, je te vois faire la moue. 2023, la fin de contrat. Alors. Donc vous avez raison, il lui restait un an de contrat. Ouais. C'est pas de prêter pour un an, normalement tu es obligé de le vendre. Bon. Ouais. Ça va être un transfert, hein, ça ne peut être qu'un transfert parce que derrière année de contrat, le max que tu peux en tirer c'est 20 mais avec des bonus, c'est-à-dire 15 et des bonus, mais j'y crois même pas. Je pense que ça va plus tourner autour des 15 millions d'euros. Il me semble qu'il a peu joué cette saison avec Leipzig, ou en tout cas il n'était pas forcément titulaire, Yacine, c'est ça? Ouais, en fait, il a eu une période un peu avec Jesse Marsh où c'était un peu moins bien, mais il a quand même joué, quoi. Il a joué ses 30 matchs. Enfin, 28 matchs de championnat. Il a 28 matchs en championnat, 2 matchs en Ligue Europa, donc voilà, il fait ses 30 matchs quand même. Ouais. Et c'est la partie joueur à Yacine, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un joueur français. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne doublure, c'est un jeune joueur. Si tu le paies entre 10 et 15, il fait une très très bonne affaire malgré tout. Je pense aussi parfois à la revente. Et puis, encore une fois, comme les autres, je pense qu'il aura quand même du temps de jeu. Il aura quand même du temps de jeu cette saison. Il y a pas mal d'internationaux. Et puis, je pense que lui aussi, il a dans un coin de la tête peut-être aussi, parce qu'il me semble qu'il a une sélection avec l'équipe de France. Hein. Oui, il a déjà été appelé par Deschamps. Alors, c'est récent. Hein, on militait. Je dis on parce que j'étais dedans, mais on militait depuis longtemps pour qu'il vienne en équipe de France, vu la concurrence au poste d'arrière droit en équipe de France, Benjamin Pavard, Léo Dubois. Donc je pense qu'il a sa place. Mais effectivement, il a une sélection avec l'équipe de France. C'est intéressant, voilà, c'est intéressant à plusieurs niveaux. Il est français, il est jeune, tu vas pas le payer très cher, il a un contrat de 5 ans, et encore une fois, c'est bien aussi pour Hakimi, parce que je pense que l'ami Achraf, sur son couloir droit, il était tout seul, il sait qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Là, tu arrives avec un gars qui a quand même quelques références, qui est français. Donc, non, c'est plutôt cool. À gauche, tu auras Mendes Bernat. À droite, tu auras Hakimi Mukiele. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, il est polyvalent. Il peut aussi jouer dans la défense à 3, axe droit. Donc, vraiment, très, très bon choix. Très bien. Et Yacine, en plus, c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1, puisque je rappelle qu'il jouait à Montpellier avant d'arriver à Leipzig en 2018. Donc, non seulement il est français, il connaît bien la Ligue 1 en plus. Sur l'aspect, toi, Yacine, qu'est-ce qui te plaît chez Nordi Mukiele, dans le jeu de Mukiele? Je pense que déjà, sa polyvalence, elle est hyper intéressante. Je pense qu'il est, par exemple, tu vois, Kerrer, il joue, il est défenseur central et aussi latéral. Mais je pense que, par exemple, quand tu mets Mukiele latéral, il a beaucoup plus de qualité, notamment offensive, que Kerrer. Il est aujourd'hui dans le système du PSG, je trouve que ça peut être un vrai plus dans ce système-là, en prenant le poste d'axial droit, parce qu'il va pouvoir couvrir, il est plutôt rapide et puissant, il va pouvoir couvrir donc Hakimi, mais il peut aussi apporter techniquement. Voilà, l'avantage d'avoir travaillé avec Nagelsmann, c'est que qu'en général, on l'a vu avec Nkunku, c'est que tu progresses dans beaucoup de domaines, dans le jeu long, dans la lecture du jeu, dans les systèmes de jeu, parce que là aussi, Mukiele, il a joué dans une défense à 3, il a joué dans une défense à 4, et il a joué aux deux postes dans les deux systèmes. Donc,
il sait faire. Voilà. Après, qu'il y ait des systèmes où il soit mieux, oui, ça comme tout le monde, mais en tout cas, il sait faire les deux. Donc voilà, je pense que ça correspond au profil. Et bon, après, il est jeune, mais je crois il est plus tout jeune non plus. C'est un peu. 24 ans. Voilà. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme. Non, mais tu vois, c'est un peu comme Diallo. On a toujours des fois l'impression que c'est jeune. Tu sais, ils ont toujours 21 ans. Et puis d'un coup, ils ont commencé très tôt, c'est pour ça. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais t'as toujours l'impression qu'ils ont 21, 22 ans, puis quand tu regardes, c'est 24, 26, tu vois. Donc bon, voilà, il est jeune, hein, attention, 24 ans, c'est jeune. C'est pas un prospect de 20 ans. Voilà, donc après, moi, je vais faire juste une parenthèse sur les durées des contrats. Je les comprends, tu vois, il a 24 ans, 5 ans, etc. Le problème, c'est que encore là, aujourd'hui, en fait, c'est la concurrence qui t'oblige à faire des contrats de 5 ans, mais finalement, c'est aussi ce qui t'a plombé avec le PSG. De faire des contrats de 5 ans à des joueurs qui t'apportaient pas à un moment donné ou qui se rataient, parce que c'est aussi le contexte PSG. Moi, Mukele, ok, hein, le profil super, il a prouvé à Leipzig certaines choses et tout. Moi, j'ai aucune certitude, je te dis pas aujourd'hui, Mukele, ça va être un titulaire et un crack au PSG. Le contexte PSG, c'est différent. On l'a vu avec Kerrer, on l'a vu avec plein d'autres joueurs. Tu te fais sortir en huitième de finale dans un match bien pourri. Tu prends une claque dans la gueule et tu as du mal à t'en remettre. Hein. Tout Mukele, Marquinhos, et il y en a d'autres avant, on parlait de Buffon. Sauf que Yacine, parfois, c'est pas le club qui propose directement 5 ans. Tu connais ça par cœur. Hein. Parfois, les agents qui défendent le truc, ils disent quoi, moi, je veux bien que mon joueur signe dans ton club et on discutera avec personne d'autre. Par contre, on va à un long contrat. Si Paris propose 3 ans, puis il dit, tu proposes 3 ans, bah, tu vois, il y a la concurrence, on m'en propose 5. Donc, tu vois. Et pas d'autre choix, Yacine. Non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que je comprends que tu t'es obligé de t'aligner sur la concurrence parce que pratiquement, quand tu regardes aujourd'hui, on ne parle pas des tout petits joueurs, mais dès que tu es des joueurs au-dessus de 20, 25, 30 millions, il n'y a que des contrats de 5 ans. Tout le monde propose 5 ans maintenant. Moi, ça me dérange parce que 5 ans, il aura quand même 29 ans. Parce que 5 ans, c'est long. Tu vois, je préférerais, par exemple, et je comprends encore une fois que c'est difficile parce que oui, si Chelsea vient, là, on parle de Chelsea qui sera en concurrence. Évidemment que si Chelsea vient et qu'ils lui disent, le PSG te propose 3 ans, bah nous, c'est 5 ans. Bah, le joueur, il va aller aux 5 ans, c'est sûr. En tout cas, il y a 99% de chance. Mais moi, ça me dérange parce que c'est aussi ce qui a fait que le PSG est aujourd'hui en difficulté. Je préférais un 3+2 ou un 3 et dire dès la première année, dès le milieu ou la fin de la première année, si tu es satisfait de renégocier tout de suite une prolongation, que de signer des joueurs 5 ans. Voilà. Avec Bernat, tu vois, parce que Bernat, quand il vient au Bayern, comme il est blessé, il a subi de grosses blessures, pas une cote de ouf, parce que tout le monde croit qu'il est perdu à ce moment-là. Et Antero Henrique joue sur ça. D'ailleurs, Bayern ne vend pas très cher, entre 5 et 10 millions. Ah, et il a un contrat de 3 ans. Et ça se passe plutôt bien. Et ensuite, il a été prolongé. Donc, mais après, ça dépend aussi de la condition du joueur, etc. Pour moi, la gestion d'un club, c'est aussi ça. Tu vois, Campos, on sait très bien qu'il est capable de partir dans 1 an et demi. Hein. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas, enfin, il y a pas de secret. C'est Campos. Voilà, tu vas créer quelque chose et puis finalement, on va se retrouver dans la même situation que Leonardo. Que voilà, les longs contrats, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, c'était juste la parenthèse. Mais je parle pas pour Mukele. Hein. Je parle en général. Tous les contrats qui sont signés aujourd'hui, c'est que du 5 ans. Ah, d'ailleurs, c'est les joueurs-là qui n'arrivent pas à faire partir. Hein. Voilà. T'as-à-dire comme ça? Je disais, ça dépend aussi du montant du transfert. Effectivement, quand le transfert il est bas, tu te dis tu peux rajouter quelques années. Quand il est quand il est conséquent, c'est pareil. Les mecs ils se disent nous on va le sécuriser, on l'a payé 60 millions, on va le faire finir si ça marche pas, au moins il y a 3-4 ans on peut le revendre sans perdre trop d'argent. Donc il y a beaucoup de calculs en fait dans les années de contrat. C'est vrai. Voilà. En tout cas, bon, le profil est bon et en tout cas il va couvrir 2 postes et 2 postes dans un système qu'il connaît et qu'il apprécie. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, tous les signaux sont ouverts en attendant le terrain comme d'habitude. Donc ça serait la 3e recrue du Paris Saint-Germain après Hugo Ekitike et Vitinha. En attendant aussi Renato Sanchez, hein, pour l'instant ça a l'air bloqué, alors que alors que Olivier Létang avait dit que le joueur prendrait sa décision sous 48 heures entre Milan et Paris. Croire que pour l'instant ça bloque un peu au niveau du montant du transfert. On va voir si ça va se débloquer. J'ai vu que Luis Campos voulait que les 2 joueurs signent pour mercredi, c'est-à-dire quand les joueurs vont rentrer au camp des loges. À voir si ça sera officialisé pour les 2, en tout cas d'ici là, mais on en reparlera dans le prochain podcast. Bon voilà, je pense qu'on a été complet. 1h40, Yacine, je vois 1h35, ouais. Ouais, donc je pense qu'on a été quand même pas mal. Hein. À 3, on a bien tenu sur
pour ça, vous avez vu, même avec des matchs amicaux, on a toujours de quoi faire avec mes amis Yacine et Mousse. Nico devait être avec nous aujourd'hui, hein, mais malheureusement, il y a eu un petit empêchement, Mousse, c'est ça? C'est ça, ouais. Et je crois qu'après, il enchaîne, il part 3 semaines en Grèce. Donc, je retrouvera pour le début de saison, mi-août, je pense, quelque chose comme ça. Que chacun profite bien de ses vacances. Il y aura beaucoup de matchs à débriefer. En plus, dans un calendrier très resserré, donc il y aura ce qu'il faut pour commenter et débriefer tout ça. Voilà ce qu'on peut vous dire en tout cas sur la tournée japonaise du Paris Saint-Germain qui s'est conclue aujourd'hui. Et puis sur le mercato et les infos du jour. Prochain rendez-vous donc la semaine prochaine pour débriefer lundi. J'imagine pour débriefer ce trophée des champions. Ça sera donc dimanche à 20h à Tel Aviv face au FC Nantes pour le premier match officiel du Paris Saint-Germain. Et donc d'ici là, bonne semaine et puis on espère que le podcast vous aura plu. Comme d'habitude, les commentaires, les likes, partagez-le sur Twitter et puis on se donne rendez-vous prochain. Je voulais vous remercier évidemment, comme toujours, d'avoir été avec moi pour vos interventions de qualité. Merci Yacine et merci Mousse d'avoir été avec moi pour ce 187e numéro du podcast Enjeu Capital. Salut à tous et à la prochaine. Ciao. Salut.